Point Rima. Point Rima, salut YouTube. Rima Hassan revient de la flottille et de son enfermement en prison. Elle raconte tout sur Radio Nova. Allez, je mets en A20 parce que c'est long. Ouais. Allez, c'est parti les gens. En vrai, je suis premier degré curieux parce que fou. c'est la première grosse interview qu'elle fait depuis qu'elle est revenue. Donc je suis curieux premier degré. D'ailleurs, tu savais qu'elle avait été mise à poil, qu'elle a été menottée pieds, mains, que ça ils l'ont fait menotter aux pieds et aux mains parce qu'elle a écrit Free Palestine dans sa truc. Genre j'ai vu un extrait où vraiment, apparemment, elle a pris ultra cher dans le truc. Ah ouais. Ouais, elle va en parler, j'imagine. Vraiment, c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Bonjour. En même temps, t'imagines, Vous ils ont eu êtes Rima Hassan, députée de c'était la leur France. prise de guerre. Ils étaient trop heureux de pouvoir la torturer et de l'avoir à leur merci, quoi. Oui, elle a dit fouiller nu. Là, oui, c'est ça qu'elle a dit. C'est la vidéo au Parlement exactement que j'ai vue. Insoumise, juriste, vous avez 33 ans et la semaine dernière, on a entendu parler que de vous. Alors pourquoi? Parce que vous étiez à bord de la flottille de la liberté ou le Madeleine, le fameux Madeleine. Alors il est parti le 1er juin, vous m'arrêtez s'il y a une exactitude des faits, le 1er juin dernier, de Sicile vers Gaza, avec à bord 12 personnes, dont 6 Françaises et Français, parmi lesquels vous, Rima Hassan, il y avait aussi l'activiste suédoise Greta Thunberg, et 5 Français donc, Yanis Madi, journaliste pour Blast, Omar Faïd, correspondant d'Al Jazeera, le militant CGT Pascal Morieras, l'écologiste Reva Viard et le médecin Baptiste André. Madeleine devait apporter dans la bande de Gaza, faut le rappeler, c'est quand même l'objectif numéro 1, une aide humanitaire pour briser le blocus israélien, mais au bord des côtes gazaouis, aux abords des côtes gazaouis, dans les eaux internationales, l'armée israélienne vous contrôle, vous arrête. Vous restez 4 jours en Israël avant d'être expulsé. Et aujourd'hui, vous êtes ici, face à nous. D'abord, j'ai une question assez simple. Comment allez-vous déjà? Je vais plutôt bien. Je pense que quand on connaît un peu le sujet palestinien... Oui, les gens, j'ai mis un peu accéléré. Rima, à mon âge, j'ai rien foutu de ma vie. Oui, les gens. Rappel, elle a 33 ans. Et vous, votre plus grand achievement, c'est Gold sur League of Legends. 4 jours de détention, ça a permis de mettre la lumière sur d'autres réalités, mais à titre personnel, j'ai conscience que c'est très très peu de choses au regard de ce que vivent les 10 000 prisonniers palestiniens, prisonnières palestiniens, palestiniennes. Donc voilà. Fatigué quand même ou pas? Un peu sonné. Moi, j'adore parce que Rima, c'est l'icône là en ce moment de la gauche. Ultra courageuse qui fait des trucs de ouf. Elle passe son temps à dire en vrai c'est de la désolé, genre ce que vivent les Palestiniens et les Palestiniennes, c'est... Ouais, mais en fait elle a raison de le dire elle. Mais je pense que les gens ont aussi raison de la stan. À un moment donné, mais de fou, bien sûr, genre, mais les deux vont ensemble. En fait, c'est ça. C'est que elle, je comprends de fou pourquoi personnellement, elle rappelle que tranquille, je suis toujours moins en souffrance et en danger que tout ce que subissent les Palestiniens. Mais c'est aussi nous aussi de dire à quel point c'est incroyable et tout, tu vois, genre c'est bon, stanons quoi. Applaudissons-la. Oui, bien sûr. C'était comme Place de la République, quoi, où elle était en mode oui, c'était pas pour moi, il faut penser aux Palestiniens. Les gens étaient en mode Rima, on t'aime. Bah oui, c'est ça. Un peu ne criez pas mon nom, et les gens ils étaient en mode si, on va crier ton nom quand même. Allez, couilles. Ah, c'est une icône, c'est tout. Genre, moi, franchement, je pense que, tu vois, genre, il y a des moments en politique où t'as des icônes politiques qui se créent, tu vois. Genre Mélenchon, par exemple, il en est une un peu. Tu vois, pour notre génération, il y a un avant-après Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que pour la question palestinienne, il y aura un avant-après Rima Hassan. Tu vois, genre la question palestinienne n'est pas née avec Rima Hassan. Il y a des militants et militantes qui ont turbo fait le travail avant. C'est pas du tout la seule et tout. Genre, il n'y a pas de problème. Mais je pense que pour cette génération qui se politise sur la question palestinienne aujourd'hui, Rima Hassan va être, tu vois, genre, c'est comme quand mon daron parle de l'époque PSU sur la guerre du Vietnam, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois, je sais pas quel autre. Mais tu vois, genre, tu sais, t'as tout le temps t'as des figures politiques qui, à un moment, sont ultra importants pour une génération, et ça parlera de Rima Hassan quand on sera vieux, quoi. De fond. Un peu sonné. La première nuit que j'ai faite, je vais faire une confidence. Oui, comme Bendit en 68. En exclu. La première nuit que j'ai faite, j'étais à l'hôtel quand je suis arrivée, j'ai pris un hôtel à Paris. Et la nuit, je me suis réveillée au petit matin. Dès que j'ai ouvert les yeux, je peux être 5 ou 6 heures. Je suis partie taper sur la porte. Ah oui. J'étais dans le noir, mais j'ai eu vraiment un élan, parce que c'était le même élan que j'avais quand on était en détention. C'est dès qu'on se réveillait, forcément, on allait taper pour appeler les gardiens ou quoi, pour nous ramener ce dont on pouvait avoir besoin. Ah, vous croyez encore? Ouais, elle a quand même passé pas tant de jours que ça en détention, tu vois, par rapport à des prisonniers qui sont là depuis plus longtemps, mais que même en quelques jours, elle avait gardé le réflexe de taper sur la porte au réveil. Tu vois, ça dit tout vraiment sur ce que fait la prison à ton crâne, quoi. C'est que les gens qui sont en mode lol, juste enfermez-vous 4 jours dans une pièce avec juste un lit. Oui. Sans ordinateur, sans téléphone, sans rien. Juste faites-le. Faites-le 6 heures déjà. Et surtout, vous avez pas le fait que vous ne pouvez pas sortir
qu'en plus, elle est dans une prison israélienne en étant une palestinienne Oui, elle subit militante des humiliations dès pro-Palestine. qu'elle croise Avec des gens qui le moindre t'humilient en soldat. permanence. Enfin, genre, c'est. Je pense que je me parle à moi-même. Non, mais toi, Elias. Oui, presque toi, Elias, tu. Mais en fait, c'est bon. T'es un fragile. Arrête de te plaindre. T'as pas une clope. Petit café. Après, moi, je pense que. Je sais pas, moi, je pense que je m'éclate la tête contre les murs, à mon avis. Hein. En vrai, je pourrais pas. Hein. La première nuit, j'ai eu ce réflexe-là, qui était assez drôle. Mais voilà, forcément encore un petit peu sonné. Mais voilà, je tiens quand même à relativiser et j'ai pas à me plaindre. Les GAV de prolonger de 72 heures. Mais moi, j'ai fait 72 heures de garde à vue. Les gens, la vérité, c'est que t'es en GAV, donc tu te fais quand même interroger la plupart du temps. Et t'es épuisé, tu sais, genre, c'est pas pareil que d'être enfermé à ne rien faire, quoi. Genre, quand t'es en GAV, t'as une activité, quoi. Et souvent, vu que t'es en GAV, en plus, t'es au comico. Donc parfois, t'as des gens qui passent. Enfin, rien que ça, tu sais, t'es pas dans un endroit genre... Juste en mode isolement, quoi. Parce qu'elle était à l'isolement, quoi. Bah oui, c'est ça. La GAV, c'est chaud. Moi, j'en ai fait 3 des GAV, de quoi vous me parlez. Genre, c'est pas être enfermé 4 jours dans une prison israélienne. Arrêtez. Stop mentir. Vous avez beaucoup documenté la traversée. Et donc, évidemment, les premières questions qu'on a, c'est sur à partir du moment où on n'a plus vu, vous n'avez plus pu documenter. Racontez-nous comment ça s'est passé en fait avec l'armée israélienne, l'arrestation, ce qui a suivi. On nous a beaucoup moqué les moments où on a pu documenter les premières alertes qu'on avait reçues, avec notamment le passage de drones, qui étaient effectivement des drones de surveillance. Mais c'était nécessaire pour nous, puisque, j'ai rappelé à plusieurs reprises, le précédent navire avait été attaqué par drone au milieu de la nuit en eau internationale près de Malte. Et c'était notre plus grande crainte, en réalité. Ça s'appelle une crainte de mourir. Hein. Oui, rappelle, c'est la Quand plus grande crainte, c'était de mourir, hein, de se retrouver bombardé en pleine eau internationale. Parce que là, qu'en plus, là, vu qu'on avait un petit peu peur. Là, ils sont revenus, ça s'est bien passé. Je vois qu'il y a des gens, tu sais, il y a le truc un peu en mode, mais c'était sûr qu'Israël, ils allaient jamais rien leur faire. Mais après, la raison pour laquelle ça leur est rien arrivé, c'était aussi peut-être parce qu'ils arrêtaient pas de dire notre crainte, c'est de nous faire buter, et c'est le vrai risque de nous faire buter. C'est que s'ils disaient le risque, c'est de se faire buter et qu'Israël les butait, bah là, tout leur truc de propagande qu'ils ont fait après avec les sandwichs, ça servait plus à rien, quoi. Bah oui. Pas mourir, que le bateau arrive pas, elle avait pas peur de la mort. Oui, les gens, je sais, elle a tweeté, j'ai pas peur de mourir, machin. Mais déjà, c'était pas la seule sur le bateau. Mais elle avait peur de rien, si tu veux pas, là. Oui, elle avait peur de rien dans ce cas-là, bien sûr. Je suis pas en train de dire qu'elle était pas courageuse, mais elle a quand même dit c'était notre plus grande crainte. Genre, arrêtez de jouer sur les mots pour votre truc. Enfin, c'est quand même terrifiant, même pour les gens. C'était la question que tout le monde se posait. Maintenant, en réécrivant le truc, on est en mode en vrai, c'était sûr que ça allait arriver et tout. Mais c'est faux, on n'était pas si sûr que ça, les gens. Genre moi, nous, quand on discutait, moi, j'étais en mode Israël peut tellement tout se permettre. Je me demande à quel point ils peuvent pas se permettre ça. Genre, ok, on a vu qu'ils se le permettaient pas, mais c'était quand même... genre, vous pouvez être là, oh non, elle avait pas peur. Déjà, sur le bateau, ils étaient pleins. Je pense que c'était quand même terrifiant. C'est pas parce que tu fais quelque chose et que t'as du courage que t'as pas l'angoisse, que t'as pas la peur. La peur, elle devait être là, enfin, tu vois, genre, je sais pas, genre, c'est... Elle parle pour elle était pas toute seule, oui, de fou, c'est ça, genre, t'as le droit d'être flippé, quoi. Genre, peur pour les autres, oui, ouais, et même t'as le droit d'avoir peur pour toi-même aussi. Même si elle a pas eu peur, il y a Bon, bref, oui, je sais pas pourquoi je m'énerve sur ça. Et surtout, tu veux très bien dire j'ai pas peur tout en ayant un petit peu peur, quoi. Genre, aussi... Oui, voilà, c'est ça, faut pas confondre le discours, et bref. Je me posais la question, rappelle que Tsahal a attaqué Médecins Sans Frontières, bah oui, de fou. Ah oui. De fou, mais de fait aussi... Leur stratégie, leur hypothèse qui était on met de la visibilité médiatique sur la flotte et on part avec des gens qui ont de la visibilité médiatique, donc elle, Greta Thunberg, etc. De fait, la stratégie a l'air d'avoir fonctionné et j'espère qu'ils vont la réitérer de plus en plus, quoi. Dans cette nuit de dimanche à lundi, ça a été le même système d'alerte. L'alarme a sonné parce qu'on avait effectivement détecté plusieurs bateaux à proximité d'une autre. Et on a attendu une petite heure. Et ensuite, certains ont communiqué en disant que c'était une fausse alerte. Moi, j'étais pas du tout convaincue. J'étais persuadée, et parce que précisément, on avait aussi fait une veille de l'actualité israélienne. C'est surtout la presse israélienne, en fait, qui a révélé, notamment le Jérusalem Post, qui avait révélé qu'il était fort probable que l'interception allait avoir lieu effectivement dans la nuit entre dimanche et lundi. Et ça n'a pas loupé, effectivement. Les gens qui n'ont pas la ref, le Jérusalem Post, c'est turbo de droite niveau. Oui, en fait, elle est en mode, eux, ils ont lâché le truc que c'était ça qui allait arriver. Et tant mieux parce que ça nous a bien servi à nous aussi. Ouais. Il y a moyen qu'elle tope un prix Nobel de la paix. Mais moi, je ne comprends pas si elle n'a pas un prix Nobel de la paix. Rappelle qu'ils ont donné un prix Nobel de la paix à Barack Obama
pour avoir fermé Guantanamo avant qu'il ferme Guantanamo. Oui, pour avoir annoncé qu'il allait le faire, Voilà. sachant qu'il a Voilà, pas fait. et sachant qu'il l'a pas fait. Donc, je veux dire, si Barack Obama, il a eu un prix Nobel de la paix, Rima Hassan peut en avoir un, j'en supplie. Mais moi, du coup, ça me fait un green flag. Si t'as pas de prix Nobel de la paix, c'est que t'es potentiellement un bon militant Oui, c'est ça. pacifiste. De fou. Les premiers drones sont arrivés. Par chance, parce que nous on s'attendait à avoir le système totalement brouillé, le réseau brouillé. C'est ce qui s'est passé sur les dernières flottilles. Donc nous on a eu de la chance en fait sur cet aspect-là, c'est qu'on a pu communiquer les premières attaques du drone. La dernière photo que j'ai partagée, c'était effectivement les petits jets de peinture blanche, ouais, effectivement, qui nous ont lancés. Donc on a pu communiquer jusqu'à ce stade-là. Et là, d'un coup, on voit 2 Zodiacs arriver des 2 côtés. On s'est cru vraiment dans un film parce qu'en plus, au milieu de la nuit, je veux dire, on ne comprend pas toujours très bien. Mais par chance, on a mis en pratique toutes les consignes de sécurité sur lesquelles on s'était formés. Donc mettre vraiment les mains en évidence, s'asseoir chacun à notre place. On avait chacun des places auxquelles on s'était attitré pendant toutes les répétitions qu'on avait eues sur les différents scénarios. Et Yanis, je rigole parce que la scène avec le recul, elle me fait un peu sourire. Yanis a été braqué en premier parce qu'il avait sa caméra. Il a été braqué, donc une arme sur lui. Oui, Yanis, on a le tous, journaliste de Blast. on a tous été braqués en réalité. Mais Yanis, il a eu Elle dit ça avec le sourire, les gens en mode. Oui, elle est en mode les du gens- coup, Yanis, il a été braqué en premier vu qu'il avait sa cam. T'es au milieu de la mer, t'as l'armée israélienne qui arrive, qui te braque avec des guns, t'es militants et militantes pro-palestiniennes qui est en train d'essayer de briser un blocus. Le niveau d'angoisse, je suis désolé, ouais, tu ne mais- peux être sûr de rien, quoi. Et c'est terrifiant. je crois qu'il a vraiment vu cette petite lumière rouge directement arriver sur sa caméra. Et je sais plus, il a eu une réaction qui était sur le coup assez drôle. Il a jeté sa caméra par panique, mais on a vraiment été pris par surprise, quoi. Et Je pense que je les aurais un V10 malgré leurs armes, mais c'est pas un concours. il a balancé sa caméra. Et donc, on a tous montré nos mains en évidence. Et ensuite, on a juste obéi. Et là, ils vous embarquent, il se passe quoi Ouais. Il se passe parce que là, on n'a plus d'image, on sait plus ce qui se passe, et nous, on veut savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. À ce moment-là, effectivement, donc, on jette nos téléphones parce que c'est quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord. On voulait pas que nos données, je rappelle qu'on a été en contact avec plusieurs personnes, notamment à Gaza et notamment des journalistes, donc on voulait vraiment pas les exposer. Donc on a jeté nos les mettre en téléphones danger et tout. et ensuite on est resté près de 20 heures avec les soldats à bord du... 20 heures. Ah oui, près de 20 heures. Putain, ça, je savais pas, tu vois. Oui, si. Pendant au meeting à République, je crois c'est le médecin là qui en a parlé. Oui. Ou alors c'est peut-être Greta qui en a parlé dans une interview, je sais plus. Non, mais Mais en pourquoi, mode, oui, ils sont pourquoi restés des heures et- l'immobilisation, c'est parce que l'armée savait pas ce qu'ils allaient faire, il y avait des négociations. Ah, c'est une bonne question. Ah voilà. Alors Cassandre, expert en paix, hein? L'expert en paix, ça a fait prout, t'as compris? J'ai fait la blague, ouais. Paix prout. Des proutes. Donc ils nous ont réunis sur le pont. On avait effectivement filé nous nos gilets de sauvetage avant qu'ils arrivent. C'est quelque chose qu'on fait dès que l'alarme sonne, donc on les avait déjà sur nous. Et ensuite ils nous ont filmé, ils nous ont distribué des sandwichs et de l'eau, ce qui était assez drôle parce qu'ils nous ont pas filmé quand ils nous ont laissé dormir sur le pont. Donc on a vraiment dû dormir. Justement, cette image, on voulait un peu reprocher. Il y a cette fameuse photo où il y a je crois, un pain au lait, on voit Greta Thunberg qui sourit. Oui. On a dit, ah oui, alors, ils dénoncent la famine, mais en fait, quand on leur donne un pain au lait, ils sourient. Vous avez entendu ces reproches? Mais je comprends pas ces reproches. Nous, on était en train de sourire face à l'absurdité de cette situation. C'est-à-dire que c'est littéralement, si je veux utiliser le bon terme, c'est un kidnapping. Nous étions en eau internationale. On avait été par ailleurs soutenus par 10 rapporteurs spéciaux des Nations Mais surtout, quand Mais t'es surtout, filmé enfin, genre- par l'armée Mais israélienne... c'est quoi mais surtout, c'est t'as jamais le droit de sourire en fait. Mais l'intérêt, c'est de te montrer souriante quand t'es Greta. Bah oui. Genre moi quand t'es dans Genre, cette t'as pas envie de leur situation-là, laisser le plaisir de te terroriser en bah fait. oui, d'avoir une image de toi en mode miskine avec ton pain au lait. Bah Tu oui. préfères être souriante et en mode sûr de toi et en mode rien ne me touche, quoi. Elle sourit, c'est pas Hollywood, oui, de fou. Et s'ils oui, avaient c'est pas vrai. souri, il y aurait eu des trucs de ah, regardez le retour au réel. Elles ont l'air pas bien, les militantes pro-Hamas. Ah ben là, quand elles se retrouvent face aux conséquences de leurs actes. Oui, ouais. c'est ça. Genre, genre tu souris pas, ça prouve que t'es nul et que en fait t'es une victime. Tu souris, ça prouve que c'est pas Hollywood. Enfin, globalement, les gens sont jamais contents. Oui, quoi. puis le gars fasse super quoi. Oui, dans tous les cas, on aurait eu leurs commentaires merdiques. Oui, exactement. Il y a grave un truc international des militants pro-pal de sourire. Oui, de fou. Dans Mais le parce doute, vaut que mieux c'est- sourire. Hein. Non, mais parce que des militants des coloniaux, en règle générale, de montrer justement une façade brave face à l'occupant, quoi.
En mode, vous aurez pas nos sourires, vous n'aurez pas notre joie, vous n'aurez pas la fierté, quoi. Elle en parle vers la fin, quoi qu'elle fasse, ça chouinouille de fou. Et ça a été extrêmement précieux pour nous d'avoir un éclairage en matière de droit qui s'applique par ces 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, qui ont rappelé 2 éléments importants. C'est que la population de Gaza est en droit de recevoir de l'aide humanitaire, y compris dans un contexte d'occupation. Le deuxième élément, c'est que les eaux contrôlées par Israël, les eaux territoriales que vous avez mentionnées, sont des eaux palestiniennes. Bon, ça, elles sont certes contrôlées par... Ça, c'est les trucs qu'on a déjà entendus sur toute Oui, la ça, c'est les rappels situation, de qui ont base été sur le droit, sur les violations générales du répétés. droit. Ouais. On n'était même pas dans les eaux palestiniennes. Déjà, c'est des eaux palestiniennes, donc ils n'auraient pas le droit de venir. Mais en plus, là, on n'était même pas dedans. On était encore... Enfin, voilà quoi. Genre ça, vous avez déjà entendu pendant les nombreux points RIMA durant Les nombreux points RIMA que j'ai pu vous fournir. Israël peut procéder au contrôle de notre bateau s'il le désire pour des raisons sécuritaires, vérifier qu'il n'y a pas d'armes, etc. Mais il n'a pas le droit de nous intercepter, et encore moins en eau internationale. Donc c'est vraiment un kidnapping. Et effectivement, on est resté 20 heures. On a d'abord dormi, l'image que vous avez vue, où on était assis les uns contre les autres avec nos gilets. Avec les gilets. Mais en fait, on a fini par s'endormir comme ça jusqu'au lever du soleil. Et ensuite, dès que le soleil se levait, je ne sais pas si c'est parce qu'ils avaient peur que des images soient captées par drone ou autre, ils nous ont enfermés dans le carré et à l'intérieur du bateau. Et là, à l'inverse, on n'avait pas le droit de sortir, y compris individuellement pour prendre l'air 5-10 minutes. Je rappelle quand même, il faisait très chaud et qu'on n'avait pas possibilité en réalité de sortir. On était 12 enfermés en bas. Et justement, eux, ils ont diffusé leurs images. Et donc, sur ces images, il y a l'idée de vouloir paraître comme non violents. Ils étaient comment, en fait, hors caméra, une fois que les caméras étaient éteintes? Est-ce que c'était... C'est ça qu'on veut savoir. Ah oui, ça, c'est toute la question. Parce qu'il y a eu des trucs, genre le premier qui est rentré, le médecin, là, qui est rentré pour parler. Ouais. Lui, il a parlé de scènes d'humiliation. De danse, de musique forte pour empêcher de dormir, etc. Donc un peu toute la soft torture, enfin soft, je sais même pas si tu vois ce que je veux dire, genre des stratégies de torture qui paraissent plus soft aux gens et qui paraissent anodines si voilà, t'en parles. paraissent Et du coup, tu peux être tourné en ridicule si tu dis oh là là c'était horrible, oh mais t'as été traumatisé par ça, ils ont juste dansé, etc. Mais en vrai c'est une vraie strate de déstabilisation psychologique, oui. C'est ça, et qu'on a vu à Guantanamo où ça passait du Eminem pendant des heures pour empêcher les gens de dormir et tout, genre Mais même où il y avait une image au tout début du génocide où tu voyais des torture soldats... blanche, ok. Ouais, où tu voyais des soldats israéliens qui avaient pris des otages palestiniens dans un bus militaire et qui leur diffusaient le pouce impioux en immense en rigolant et en se filmant, tu vois. Ouais, c'est de l'humiliation pure, quoi. Oui, L'interception en elle-même, elle est extrêmement violente. Le procédé qui consiste d'abord à nous jeter de la peinture au milieu de la nuit, ça a créé de la panique chez certains, parce que certains se sont demandé si c'était pas un produit chimique, ou on n'a pas très bien compris l'utilité. La peinture, il y a des gens qui disent que c'est pour repérer le bateau en cas de besoin, mais c'est pas clair cette histoire. Et ensuite, le fait qu'ils étaient effectivement tous armés, qu'on était contrôlés par ces soldats qui... avaient leurs armes pas systématiquement braquées sur nous. Ils les ont d'abord braquées pour nous contrôler et nous déplacer, etc. Mais tout au long, effectivement, ils étaient armés à proximité de nous et en contrôlant le moindre fait et geste de chaque personne de l'équipage. Et justement, il y a un paradoxe, on vous voit souvent sourire. Oui. Il y a ce sourire qui a été commenté, qui énerve vos adversaires et qui adore vos fans et vos supporters. vos fans et vos supporters. C'est pas d'une manière méchante. Mais ça m'énerve. Oui, mais c'est dépolitisant un peu. Alors, il y a des fans. Qu'on soit fan de Rima, bien sûr. Éventuel. Non, voilà, peut-être. Voilà, oui. On sait. Voilà. Mais c'est la meute, c'est pas juste fan, c'est la meute. Dis au moins votre meute, respecte-nous. Oui. Genre à un moment donné, c'est plus que fan. Petits quoi. Voilà, c'est ça. Genre c'est bon quoi. Après, je comprends pourquoi il le dit pas méchamment en vrai, mais je suis d'accord avec toi. Après, il y en a, mais c'est fan aussi parce que c'est le petit bonus, tu vois. La vérité, c'est que c'est des militants, c'est des gens engagés pour qui Rima, c'est la porte-parole du mouvement pro-palestinien français. C'est aussi l'admiration de son camp politique. Je pense que quand Mélenchon il la voit sourire, ça le fait déborder d'admiration et de c'est beau la lutte, etc. Genre c'est aussi de la reconnaissance et de l'admiration. C'est une représentante, c'est comment dire, tu vois, c'est pas mentor le mot que je cherche, mais un truc, tu vois, c'est la première de cordée. Non, ça vous fait peur? Non, je l'ai dit en amont. Plusieurs de vos confrères m'ont posé la question de savoir effectivement où je plaçais cette question de la peur dans ma participation à cette mission. Mais en plus, je me refuse à avoir peur. On est en train de... À partir du moment où je suis convaincue qu'on est dans le camp qui consiste à défendre quelque chose qui est noble. Ils sont quand même un peu débiles de lui poser systématiquement la question, parce que genre, elle a littéralement tweeté genre la ref aux militants palestiniens qui gardaient le sourire, gna gna gna, genre, enfin, je sais pas, genre, il y a un truc, c'est
Elle l'a tweeté elle-même de pourquoi elle gardait le sourire, genre, et la rêve qu'elle avait en tête. Genre, interrogez-la sur sa rêve. Il y a la rêve qu'elle avait en tête. Et je pense que c'est aussi une manière d'imposer sa dignité sur toutes les images qu'on pourrait faire d'elle. Oui, c'est que le moyen de montrer que tu as dignité et que tu trembles pas et que tu sais très bien ce que tu fais, c'est ce sourire en fait. À tout moment, genre vous ne me retirerez pas ce sourire et la dignité de mon sourire, quoi. Ça, vous me le prendrez pas, quoi. Je revendique aussi le droit à la subjectivité, on y reviendra peut-être. Mais Ilyes des aides, mais elle est pas algérienne, Ilyes. Elle est palestinienne. Mais qu'est-ce qu'il a, Ilyes? Il est complètement mal. Tous les gens qui sourient sont algériens. Non, mais c'est grave. On peut pas non plus faire société sans considérer qu'on a aussi des émotions. Et la place des émotions dans la politique, c'est quelque chose qui est aussi très important pour moi, que ça soit l'amour, mais aussi la question de la colère légitime, de par des parcours de vie, de par des injustices dont on a pu être soi-même témoin ou victime. Et il y a toute la dimension de l'incarnation parfois aussi des luttes. Je veux dire, je schématise souvent avec cette question, mais une femme sera toujours plus légitime et incarnera toujours mieux la question du féminisme qu'un homme. Un homme peut très bien être féministe, mais une femme l'incarnera bien plus. Donc il faut faire de la place à toutes ces subjectivités pour faire société. Mais donc effectivement, je me refuse à avoir peur, qui plus est, face à, encore une fois, un État et un régime que je méprise dans sa dérive. Dans sa dérive... Voilà, face à ce qui a été aussi ma formation, qu'est la place du droit international, des droits humains. Et c'est leur faire un cadeau. Donc c'est la colère qui a pris le pas sur la peur. Non, c'était pas la colère. Je crois que les sourires qu'on avait, c'était plutôt de dire bon, bah. On est là, quoi. On est là. Et c'est un sourire. J'appelle un sourire de l'âme. C'est un sourire de résilience et de résistance aussi. Face aux armes, en fait, vous, c'était le sourire. Oui. Et juste... Bah oui, c'est en mode un sourire, en mode essayer seulement de nous briser, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on en revient à ce que je disais, quoi. C'est la dignité, quoi. Ah, ok, c'est Est-ce que vous connaissez Hein? Non, mais c'est les gens, ils disaient qu'en fait, c'était une rêve algérienne, le truc. Oui. Les rêves qu'elle faisait sur le sourire, oui. Oui, bah oui, elle a tweeté la photo. Oui. La photo du mec. Du coup, c'est pour ça qu'il a dit des aides. Oui. Voilà. Mais c'est ça pour soutenir un peu Ilyes face à ta calomnie. Ah oui, d'accord, ah oui, t'étais sur la blague, oui, d'accord, ok, oui, j'ai du retard, oui, je suis en retard. Moi, je suis allé contre lui alors que j'avais tout à fait compris, ça m'a pas empêché. D'accord, en fait, c'était juste gratuit. Oui, c'était vraiment... T'inquiète, je savais. D'ailleurs, il vous a dit, c'est toi la star, la française? Est-ce qu'il vous titille là-dessus ou pas? Oui, bien sûr, mais moi, Greta et moi, ils nous appelaient souvent comme ça par nos prénoms. Et donc, moi, j'aimais bien un peu leur tenir tête. Enfin, pas leur tenir tête, mais en tout cas, juste leur montrer que c'est pas acceptable ce qu'ils étaient en train de nous faire. Donc, j'insistais pour demander un sac de couchage, mon sac de couchage qui était en bas dans les cabines. Et à un moment donné, quand ils étaient un peu agacés, ils me disaient « Ah, Rima, c'est bon, enfin, stop !» Et c'est vrai qu'ils m'appelaient systématiquement par mon prénom. Donc, effectivement, ils nous identifiaient très, très bien. Et il nous a un des soldats. Ah bah bien sûr. Le kiff. Mais attends, mais j'imagine quand ils ont décidé de quelle unité aller y aller, t'imagines les gens ils sont tous portés volontaires en mode oh je veux être le mec qui veut humilier Rima quoi. Il nous a même dit nice to meet you. Ah oui. Ouais. Il y a un petit ton de. Oui, un peu ton. Vous connaissiez presque. Mon cœur, mais après il faut aussi resituer. Les soldats israéliens sont pour la plupart en service, en tout cas très jeunes, très jeunes. Donc ils sont même pour certains plus jeunes que moi. Dans l'âge de Greta, pour certains, donc 22, 23 ans. Donc ils sont aussi ils font aussi leur service dans l'âge qui est le leur. On a eu après affaire à des responsables israéliens qui étaient plus âgés, des officiers qui avaient une toute autre posture, beaucoup plus de distance, beaucoup plus d'autorité, etc. Donc là, on était aussi avec des soldats, je veux dire, qui menaient cette action avec l'âge qui est le leur. Vous pouvez sentir... Là, elle est en train de dire, j'allais pas avoir peur de gosses et de vie, quoi. On est d'accord. Elle était en mode, bon, c'est des gosses. Oui, c'est des ils gosses. voulaient faire les shows, bon. C'est presque un truc en mode, je vais même pas les mépriser ou comment ils pourraient m'impressionner alors que c'est des enfants un peu nuls, quoi. Genre ils ont pas d'expérience, le niveau, comment elle les victimise, ils font de la peine. Moi je pense aussi qu'il y a de ça un peu aussi. Mais c'est le truc de Mélenchon aussi où il était en mode l'appel à déserter. Ouais. Tu vois, un truc un peu en mode partez maintenant quoi. Genre stop, vous laissez laver le cerveau, presque est-ce qu'ils sont récupérables quoi. Ouais, de fou. Vous pouviez sentir ou deviner que certains, peut-être qu'ils regrettaient d'être là et que s'ils avaient pu, ils n'auraient pas répondu aux ordres de leur hiérarchie. Vous le sentiez ça ou pas On a pu sentir. Oui, on a pu sentir que c'était vraiment quand on pouvait poser des questions, etc. Ils se contentaient de nous dire, nous, on fait qu'obéir, quoi. Enfin, on a demandé de faire ça, on le fait. Venez pas nous poser des questions supplémentaires sur la raison d'être de cette interception, notre présence, etc. Donc
effectivement, je pense. Après, l'excuse. Oui, en on fait, faisait qu'obéir, excuse Eichmann. c'est que ouais, voilà, Eichmann, c'est ça. Je fais qu'obéir. Moi, je trouve que philosophiquement, ça a plein de problèmes, tu vois. Et moi aussi, ma suspicion, là où je suis d'accord avec toi, Cassandre, c'est que pour être dans l'unité qui va intercepter le bateau avec Greta Thunberg et Rima Hassan qui fait la une de la presse internationale depuis une semaine, t'envoies pas des petits troufions, quoi. Genre, peut-être que je suis con, hein, mais ça me paraît... Et que ou alors peut-être excuse... que si t'envoies l'unité jusqu'à là et en fait ils sont professionnels et c'est l'armée, tu sais, genre il y a aussi un monde où c'est ça. Hein. Ça me paraît bizarre, mais peut-être que je suis con, hein, j'en sais rien. Hein, mais pour moi, t'envoies quand même des gens, tu vois, t'envoies pas les derniers. Les SS ne faisaient qu'obéir aussi. Oui, et puis en plus, en dehors de ça, de est-ce que c'est des gens formés ou pas, l'excuse de je ne fais qu'obéir, elle a trop de limites, quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça trop bien que Mélenchon, il en appelle tout le temps à ça, le truc à la désertion, oui, à dire en mode vous avez une conscience. Refuser de participer au génocide, refuser de continuer à rester là-dedans et tout, tu vois. Mais après, là où elle est maligne aussi de pas les déshumaniser et de trucs, moi je trouve ça bien aussi. Après, au moins, ils ont été un peu elle leur étend la grâce et... qu'il leur étendra jamais et du coup, elle garde l'ascendant moral quoi qu'il arrive dessus, quoi. Mais ça, c'est très cassant, ça. Oui. Comme stratégie. Je pense que c'est tout le problème aussi dans ce secteur d'activité, c'est la soumission totale. À l'ordre même le plus absurde. Effectivement, et quand on sait que l'ordre était surtout politique, parce que nous, ce qui nous avait effrayé, je donne juste cette petite information, quelques jours avant cette interception, il a été révélé effectivement que les différents commandos israéliens se préparaient à agir, que l'armée israélienne se préparait à agir, et ils avaient indiqué en supplément sous instruction politique. Et toute notre crainte, nous, elle portait sur cette question de l'instruction politique, quand on sait effectivement ce qu'il en est du régime politique israélien actuel, et on avait peur effectivement que ces dérives viennent de ces instructions de ce même régime. Mais là, elle était en mode, plus que de l'armée, j'avais peur des ordres donnés à l'armée par le pouvoir politique. Ouais. Et de recentrer le truc sur, il y a des décisions politiques derrière, et il y a des gens qui exécutent des ordres. Genre, bien sûr qu'on peut criminaliser les gens qui les exécutent, mais il y a des ordres donnés malgré tout, quoi. Oui, et que même en termes de droit international et même en termes de jugement, enfin de droit pénal, tu juges pas pareil les donneurs d'ordre que les troufions. Alors tu juges aussi les troufions, mais tu les juges pas pareil. C'est pas le même degré de responsabilité, notamment quand tu parles de génocide, de trucs comme ça. Et c'est pour ça que les gens qui sont passés en procès dans les trucs Nuremberg et procès Klaus Barbie, etc., leur défense, c'était toujours celle du troufion. Ouais, c'est les trucs de oui, bon, ok, mais je savais pas vraiment et c'est jamais moi et j'ai jamais donné d'ordre et je savais pas ce que je faisais, etc. Parce qu'ils savaient que c'était jugé moins durement d'être au bout de la chaîne que d'en être un des donneurs d'ordre, quoi. Bah, typiquement, Eichmann, c'était ça son truc, parce qu'en fait, en vrai de vrai, c'est là où Arendt s'est fait un peu gaslight par la défense Eichmann, même si en vrai, ça n'enlève pas la validité, je trouve, de ce qu'elle a dit sur la banalité du mal, les trucs comme ça. Mais Eichmann, il a turbo utilisé cette excuse, alors qu'en vrai, c'était vraiment un idéologue nazi, tu vois. Genre, il était vraiment idéologiquement aligné avec le truc. C'était pas juste je ne faisais que signer des papiers, quoi. Et oui. Et après, donc c'était 20 heures statiques, c'était le temps de rejoindre la côte. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, en fait? On vous a emmené en prison? Alors, il faut dire qu'on a quand même été retardés parce que normalement, on était censé arriver beaucoup plus tôt. On est arrivé au milieu de la nuit, donc on a effectivement fait 20 heures. On était censé arriver quand il faisait encore jour. Et là, on a commencé à tourner. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on a compris un peu plus tard qu'il voulait absolument éviter qu'on arrive en plein jour parce qu'il y avait énormément de presse internationale et israélienne qui nous attendait. Oui, ils essaient de contrôler à fond les images parce qu'ils avaient peur d'en faire des martyrs, des trucs comme ça. Ils ont tout fait pour éviter même et d'éviter que la population israélienne ne vienne en soutien aussi. Parce que tu sais, t'avais des gens qui avaient manifesté devant l'ambassade de France, je crois, en Israël, le soir de leur capture, etc. Et t'avais, alors, ils étaient pas nombreux, hein, mais tu sais, t'avais quand même des personnes qui voulaient se mobiliser, quoi. Et au moment où on arrive, donc je suis la première à sortir, j'ai eu un acte qui était fort pour moi, c'était de garder le t-shirt sur lequel était inscrit 1948, l'action du droit au retour des réfugiés palestiniens, parce que là, j'ai pas vécu un droit au retour tel qu'il est revendiqué par les résolutions des Nations Unies. Le pied sur la terre israélienne. C'était la première fois. Donc effectivement, depuis que ma famille a été expulsée pendant la Nakba, et c'était la première fois que, voilà, après plusieurs générations, que quelqu'un de ma famille posait effectivement les pieds sur ces terres, et c'était très important pour moi de le faire avec ce t-shirt qui rappelait la date de la Nakba et la date de l'expulsion de plusieurs centaines de milliers de Palestiniens qui ont jamais... Oui, il a dit israélienne, oui. Et bah oui, oui. Moi aussi, ça m'a fait tiquer. Et elle a bien fait attention à pas qualifier la terre sur ses terres. Elle a été c'est les nôtres. Après, ce qui est horrible, c'est que le rêve que, genre, elle aurait pu arriver à Gaza avec les gens de son peuple, tu vois, et... Bah oui.
et vivre, tu vois, genre là, elle l'a vécu menotté, quoi. Genre, mais justement, triste, après, genre... ça renforce le symbole. Si tu retournes chez toi, c'est menotté et tout. Oui, bien Attends, sûr, oui, et c'est mais vrai. genre, pour elle, je pense qu'en termes intimes, là, on sort de la politique, juste en termes intimes, tu vois, d'avoir la liberté de pouvoir, tu vois, de juste pouvoir prendre un moment personnel, tu vois, de j'y suis, quoi. En plus, politiquement, ça a permis quelque chose, tu vois, mais même juste intimement, quoi. Ça me fait Est-ce penser, que dit Margot, ça me fait penser au film qu'on a vu, au truc Ciné-Palestine, de la question de retourner sur cette terre-là, quelle signification ça a, quelle est l'histoire de ta famille, bref, autre sujet. Mais oui, et Margot qui dit oui, ils ont mis une photo, même deux petites photos d'elle dans le camp où elle est née en Syrie. Ils ont affiché des photos d'elle en mode magnifique et tout. Bref, c'est trop beau. Je sais pas, c'était elle qui l'a tweeté, je sais plus, mais oui, c'est magnifique. Quand elle a parlé de la branche d'olivier, oui, de fou, la branche d'olivier qu'elle a ramenée. Mais de toute façon, le moment place de la République, c'était ultra beau, hein, son discours, son truc. Mais même en plus avec le double symbole, parce que c'est Jeanne qui l'a souligné, c'est qu'en plus sous une statue, la statue de la République, où la République porte aussi un rameau d'olivier. Donc c'était vraiment le double truc. C'est beau. Il y a aussi il y a une rumeur sur la vidéo du 7 octobre. On a entendu dire. Non, c'est vrai. C'est vrai, vous avez vraiment fait garder les images du 7 octobre. Que 4 personnes. Donc c'était Thiago, Yasmine, qui sont les 2 responsables de la coalition qui étaient à bord de ce navire, et Greta et moi-même. On nous a emmenés dans une petite salle et on nous a demandé... alors effectivement, il y avait un énorme écran avec un titre attaque du 7 octobre, les attaques du Hamas du 7 octobre. Et là, on nous a effectivement introduit la chose. On nous a dit, voilà, on vous a ramené dans cette salle parce qu'on tient absolument à vous montrer ce court extrait, c'était 10-15 minutes, sur les attaques du 7 octobre. Et donc, nous avons refusé. On a vraiment considéré que c'était... une logique de propagande en fait guerrière visant à légitimer ou à justifier ce qui se passe, parce que nous si vous voulez on n'a jamais remis en cause les attaques en elles-mêmes. Bah oui, c'est ça ce que j'allais dire, c'est que genre Rima, Greta et tous les gens qui sont sur bateau ne savent pas ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais est-ce que, moi je ne comprends pas, est-ce que tu penses vraiment que les Israéliens, les soldats israéliens, ils sont persuadés que les militants pro-palestiniens ne savent pas ce qui s'est passé? Que tu vois, parce que des fois il y a un truc de la propagande du Hamas. Si les gens savaient ce qui s'est passé le 7 octobre, ils trouveraient ça bien ce qu'on fait. Ils imaginent pas que les militants et militantes pro-palestiniennes en France savent et les violences du 7 octobre l'ont vu et les condamnent, et en même temps militent contre le génocide à Gaza. Genre pour eux ça leur paraît impossible, c'est ça que je trouve. Non mais c'est pas ça le but. Donc c'est juste de l'humiliation. Le but c'est de montrer alors. le refus, de mettre en scène le refus, de regarder, ils n'ont pas d'empathie, etc. Soit mettre en scène le refus, soit mettre en scène l'inhumanité, et pourtant ils ont vu et ils continuent, c'est la preuve qu'ils sont d'accord. C'est que de la propagande. Ouais, communiquer sur le refus de visionner, affirmer le négationnisme. Oui. C'est ça. Non, mais même parce qu'il n'y a pas que l'armée dans cet événement-là. Tu sais, enfin, je le vois quand les gens, même, je sais pas, les sionistes de gauche ou quoi, qui parlent de ça. T'as l'impression que des fois ils sont vraiment persuadés que les militants, les propals de gauche, genre personne n'est au courant de ce qui s'est passé et qu'on est soumis à la propagande du Hamas. Enfin, je sais pas, genre c'est... J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'ils s'imaginent. Mais oui, je pense que tout ça c'est cynique, t'as sûrement raison. On n'a pas contesté ni la nature des attaques, ni l'atrocité des attaques du 7 octobre. Nous sommes là pour briser un blocus qui est illégal. Donc on n'a pas très bien compris la logique qui consiste à nous dire... C'était un peu, à mon sens, pour nous dire, bon, en fait, ce que fait Israël à Gaza, c'est à cause finalement du 7 octobre. Mais ça, c'est une rhétorique qu'on se refuse effectivement à accepter au regard des atrocités qui sont commises à Gaza et au regard des violations répétées du droit international, de la famine, du contexte de génocide. Donc, nous avons refusé de visionner ce court extrait. Est-ce que vous vous rendiez compte là-bas que l'affaire, je ne sais pas si on peut l'appeler l'affaire, l'épisode du Madeleine, ça avait été autant suivi en France, que ça avait coupé aussi, non, pas du tout. Ça avait clivé la France, ça a coupé la France en deux, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des gens qui vous détestent, d'autres qui vous adorent, et certains... En fait, moi, ce qui m'énerve... dire ça, de la détestation et de l'adoration. En fait, voilà, c'est là que tu vois que c'est des journalistes, en fait. Comme toujours, c'est des journalistes. Tout ça, c'est de l'amour et de la détestation. S'il y a les gens, ils aiment bien Rima Hassan, et il y a les gens, ils aiment pas Rima Hassan. Non, il y a des gens qui soutiennent le génocide à Gaza et des gens qui se battent contre, en fait. Désolé. Et il y a des gens au milieu dépolitisés qui regardent ça de loin, machin. C'est pas la même chose de bien aimer Rima Hassan ou de pas l'aimer, et parce que je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas Rima Hassan et qui sont contre le génocide à Gaza.
Genre, je pense qu'il y a des gens qui trouvent qu'elle est trop molle, qu'elle a rien à faire à la fille, ou j'en sais rien de quel autre reproche que tu pourrais lui faire, je m'en branle, mais genre, c'est pas les gens qui l'aiment bien, les gens qui l'aiment pas, genre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah ouais. Mais ça, c'est vraiment la vision journalistique du monde où t'as des personnalités politiques, t'as des gens qui les aiment et qui les aiment pas, et globalement, les idées, tout ça derrière, genre. Je reprends les mots de vos détracteurs, expliquer que c'était une propagande politique de LFI plus qu'une opération humanitaire. Vous répondez quoi à ça? C'est la question qu'évidemment tous les journalistes veulent poser. Oui, bien sûr. Et voilà. C'est la question que tous les journalistes veulent poser. C'est une question de journalistes. Mais après, tu le vois que c'est l'angoisse sur qui n'aime ou n'aime pas, parce que je me rappelle, je crois que c'est Tondelier dans son tweet, il a fait un long tweet pour dire « Oh là là, je comprends, vous avez des raisons très légitimes qu'on aime ou qu'on n'aime pas Rima Hassan, quels que soient les reproches qui lui sont faits, quand même, là, c'est pas très très bien ce qui se passe. » Et que tu sens vraiment qu'il y a le consensus de elle est à la France insoumise, elle provoque avec ses kéfiers, et elle a pas condamné, elle a pas assez dit que c'était du terrorisme, donc je comprends que vous l'aimiez pas, mais là, on pourrait quand même un petit peu la soutenir, on est ELV, petite fleur, hein, genre vraiment, on s'en branle de votre avis, de si vous l'aimez ou vous l'aimez pas, prenez position sur le génocide. C'est une coalition qui réunit 22 ONG. Je veux dire, donc on enlève la présence de Rima Hassan, si vous voulez, sur ce sujet. Les actions de la flottille, elles sont continues, répétées. Elles se sont déjà articulées aussi sur leur raison d'être, sur leur composition, sur leurs objectifs humanitaires, politiques. Donc c'est pas quelque chose qui a été construit comme ça à l'improviste pour un coup de com', comme ça a pu être dit. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, effectivement, pour dénoncer le blocus à Gaza. Il faut aussi rappeler que les premières flottilles ont pu atteindre la bande de Gaza. Dès la création de la coalition, les premières flottilles ont pu atteindre la bande de Gaza. Tiens, ça par exemple, je savais pas. Première flottille le 9 mai 2011, c'est ça. Donc c'est pour dire aussi que nous sommes dans un contexte de dérive totale politique. Ça aussi, vous le démontrez quelque part. Totalement. Et ensuite, il y a eu d'autres scénarios effectivement qui sont ajoutés au premier, qui est celui qui consiste à atteindre la bande de Gaza à des fins humanitaires et politiques, qui ont été effectivement l'interception ou l'attaque des drones, qui effectivement depuis plusieurs années sont deux scénarios qui se répètent. Je rappelle qu'on a quand même risqué notre vie. Enfin moi, si vous voulez, je suis pas là pour ni me mettre embrasser une posture de victime, je trouverais ça indécent au regard de tout ce qui se passe, mais c'est quand même important de le redire que nous avons risqué notre vie. Le petit bateau sur lequel nous étions ne pouvait pas supporter une attaque par drone, comme ça a été le cas du navire sur le 2 mai, qui a survécu, disons. Il n'y a pas eu de blessés, pas de morts. Nous étions vraiment sur un petit voilier. Donc une simple attaque par drone entraînait la destruction du bateau et donc la nécessité pour nous de jeter en mer et donc d'attendre quelques heures pour pouvoir éventuellement être secourus. Donc ça, c'est très important de le rappeler. On en avait tous conscience. Ensuite, c'est le troisième élément et le dernier qui est le plus important, c'était la nécessaire médiatisation et mobilisation. Mais c'était mon rôle, pas mon rôle dans le sens... Oui, vous l'assumez, c'est pas assumer, c'est que c'est à ça qu'elle servait en fait. Sinon, pas, vous n'en auriez jamais parlé. Elle a dit qu'elle le comme faisait Greta. pour ça. Mais ça, c'est les gens qui sont en mode oh là là, Greta Thunberg, c'est une influenceuse, oh là là, elle fait ça que pour qu'on en parle. Mais oui, mais du coup, vous lui reprochez de vous forcer à en parler. Et du coup, c'est en mode oui, et c'est nécessaire en fait. Lui, il dit assumer parce que lui, dans sa tête, il est un peu gaslight par le fait que faire un coup de com', c'est un peu pas bien. C'est que sous-entendu, ça serait un peu ridicule. C'est qu'il est un peu d'accord avec les avis des gens qui disent « Ah, c'est juste du coup de com'. » En plus, ce qui est dit, c'est que lui, tu vois, que c'est pas méchant. J'ai l'impression qu'il a l'air que trouver l'action était bien, qu'il a l'air de kiffer Rima, qu'il veut faire une interview et elle peut s'exprimer. Tu sais, genre, il est pas dans le piège et que c'est pas du tout. Mais tu vois quand même qu'il y a un langage, un sociologue, il y a des prérequis de journalistes qui sont toujours plus forts. Surtout que ce qui est deep là-dedans, c'est que quand même, ce mec-là, il vient de Quotidien, donc l'endroit par excellence où on considère que la politique se réduit à la communication. Et quand t'as des politiques qui font de la communication, c'est toujours pas bien. Tu sais, t'as un truc de mais genre, qu'est-ce qu'il vous faut en fait exactement? Bref. J'apprends à personne ici que je ne peux pas naviguer un bateau, que ça ne relève pas de mes compétences. Donc, ce n'est pas non plus les compétences de Greta Thunberg. Il y avait effectivement deux personnes qui savaient parfaitement naviguer ce bateau, qui pouvaient s'alterner sous la casquette de capitaine. Il y avait deux ingénieurs. Il y avait des personnes de la coalition qui étaient vraiment familiers de l'exercice et donc ils pouvaient vraiment coordonner tout ce qui se passait à bord du navire. Et la présence de Greta et ma présence, elles ont été aussi sollicitées par l'équipe. Quand ils nous ont contactés par mail pour nous demander si on était partant pour les soutenir dans cette initiative, c'était aussi pour adopter une stratégie à l'opposé de la stratégie qui a été adoptée sur le navire du 2 mai. Je rappelle que le navire du 2 mai, la coalition avait décidé de le faire dans un blackout total médiatique, en misant sur la discrétion pour pouvoir négocier avec les Israéliens, en disant on ne va pas surenchérir en mobilisation et en médiatisation
pour pouvoir espérer avoir un dialogue serein avec les autorités israéliennes pour qu'ils nous laissent passer. Donc Voilà, c'est ça aussi, qui est la rupture stratégique, quoi. C'est de dire, en fait, le constat est en fait, que si on n'en parle pas, ça marche la pas, respectabilité, la négociation, le fait, c'est presque un truc, un sous-entendu, de dire, vas-y, Israël, on vous propose quelque chose, c'est que nous, on n'en fait pas des tonnes, mais laissez-nous faire. Et nous, on vous propose de pas médiatiser le truc, de le faire gentiment, de négocier avec vous. On veut juste vraiment amener de l'aide humanitaire, on y va tranquille, etc. Et la preuve a été donnée que même ça, c'est inacceptable pour Israël, quoi. Et que du coup, ça prouve bien que la seule stratégie possible, c'est celle qu'ils ont développée là. Ouais. Et malgré tout, ils les sont quand même fait intercepter. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore, pas encore fonctionné. Mais en insistant, au bout d'un moment, ça va bien marcher. On voit bien que l'objectif humanitaire primait surtout dans la dynamique et l'action de la coalition. Et c'est une rhétorique sioniste de gauche. C'est précis que ça n'avait pas marché comme ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'injonction sioniste de gauche, ou alors les anarclopes insupportables de est-ce que c'est vraiment un bas politique si c'est juste un coup de com, ça sert à rien. C'est juste pour faire parler sur Insta. De toute façon, faut pas défendre la Palestine parce que c'est défendre des nations et nous, on est contre la nation. Allez vous faire foutre. Oui, les gens qui croyaient que le 7 octobre a empêché la révolution en Israël, quoi. Ah ouais, les clopeurs. Donc ils nous ont dit on a besoin premièrement d'un support, une mobilisation politique cette fois-ci, et d'une mobilisation citoyenne. C'était votre assurance vie, en quelque part. Effectivement, moi je l'ai rappelé à plusieurs reprises, cette médiatisation et cette mobilisation, c'était notre assurance vie. Donc c'était indispensable. Et je crois que ça a dissuadé, il faut le dire, je crois que ça a dissuadé les autorités israéliennes de nous violenter quand ils sont arrivés à bord du bateau, ou même ils savaient qu'ils étaient observés, quoi. Effectivement. Et donc quand vous entendez les qualificatifs de vos adversaires, la croisière s'amuse ou le bateau elle selfie? Écoutez, c'est important. Vous en pensez quoi, ça? C'est important pour moi de resituer d'où les gens parlent. C'est des gens qui, quoi que je fasse, me critiquent. Je veux dire, les personnes que vous avez pu citer, j'ai pu regarder très brièvement les critiques dont j'ai pu faire l'objet. Pas mal d'extrême droite. Ah non, pas que. Beaucoup d'extrême droite, mais pas que. À un moment donné, c'est aussi sauf ses s'il potes estime que le printemps journalistes. républicain c'est de l'extrême droite. Oui, c'est ses potes à lui aussi. Oui, puis c'est aussi ses potes journalistes qui disent ça. Il le sait très bien. Pas mal d'extrême droite, genre ça va, et puis même à l'extrême gauche, genre c'est deep. Mais de toute façon, on en revient à le radicalisme de la gauche, de figures médiatiques de gauche qui font des trucs pour faire parler dans les médias, te sort déjà de la beauté du geste militant sans récompense. Oui. Le vrai geste militant, c'est être un no one et tracter dans le sacrifice avec ta roulée et un café pas bon dans un thermos. Et là, t'es dans le sacrificisme réel militant. Et que même, je dirais même plus loin, que pour eux, une action militante de gauche qui fonctionnerait et qui aurait de l'effet sur le réel et qui ferait parler, ne serait déjà plus une action militante de gauche, puisque pour eux, la destinée, c'est la minorité. La destinée, c'est de ne pas gagner, c'est de perdre, parce que si tu te mettais à gagner, est-ce que vraiment tu aurais la bonne idée? Puisque tout le monde sait que les idées qui gagnent, c'est celles qui sont acceptables, c'est celles que la bourgeoisie et les médias et la société du spectacle acceptent. Mais ça, c'est le deborisme mental. C'est vraiment, c'est vraiment le truc de ceux qui ont aimé la société du spectacle ont aimé beaucoup d'autres œuvres pour vraiment l'avoir aimé, et ceux qui ne l'ont pas aimé sont aliénés, quoi. Mais va te faire enculer, ça veut dire que de toute façon, t'es le seul au milieu du monde à penser bien, et que les gens d'accord avec toi, de toute façon, le thème parce qu'ils sont soumis à la société du spectacle, et ceux qui sont pas d'accord avec toi sont aussi soumis à la société du spectacle, et globalement que le monde s'écroule parce que de toute façon, on est tous des merdes, quoi. Globalement, tu peux accuser n'importe qui d'être aliéné, et puis ça répond à tout, quoi. Oui, c'est ça, genre c'est bon, on va te faire foutre. Antoine Goya intensifies. Après, Antoine Goya, au moins, genre quand il le cite, je trouve c'est un bordeur de beauté. Au moins c'est un deborien esthétique. Ça veut dire qu'à la limite, c'est la seule manière d'aimer Debord, c'est dans une lecture de l'art et de l'esthétique, à la limite, quoi. En fait, pour moi, la seule manière d'aimer Debord, c'est quand c'est Antoine Goya qui le lit avec cette voix-là. C'est la seule manière légitime d'aimer Debord. Au moins, là, je suis heureux, quoi. Ils me critiquent sur tout ce que je fais. Enfin, je veux dire, je crois que même ma couleur de cheveux, là, ce raté que j'ai sur la tête. Oui, ils ont dit ça. Ils ont pu aussi me critiquer. Non, mais c'est pour vous dire que je suis critiquée au moindre fait et geste. Je veux dire, si je change quelque chose en apparence, si je m'habille de telle manière, si je dis tel mot plutôt qu'un autre, ils me tombent dessus. Donc, si vous voulez, ça nous intéresse pas beaucoup. J'ai appris dans ma petite expérience politique que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, du débat et de l'adversité politique. Maintenant, je regrette que ça aille effectivement jusqu'au des propos qui ont été particulièrement insultants. Là, vos confrères, on a vu ce matin, je crois que c'était sur RTL, ils ont titré Rima Hassan, le colis
Amazon, en faisant référence au fait qu'on tentant d'aller en Israël, on est immédiatement expulsé, etc. Et c'est la deuxième expérience pour ma part, puisque la précédente fois, j'étais partie avec une délégation européenne et nous avons tous été rapatriés et la mission a été annulée dès notre arrivée à l'aéroport de Tel Aviv. Donc je trouve ça un peu indécent, si vous voulez, parce que ça occulte aussi toute la dimension humaine et le fait que ces actions, elles sont faites au nom de convictions. Et surtout que, genre, je trouve que c'est une façon parfaite de détourner le regard de pourquoi le colis il a été rapatrié aussi vite. Genre, posez-vous la question de pourquoi ils peuvent pas rentrer en Palestine. Genre, en fait, c'est que c'est la façon parfaite de non seulement décrédibiliser, mais aussi dépolitiser le fond de pourquoi tu fais cette blague. Qu'est-ce qui politiquement permet à ta blague d'exister. Là, tu vas pas l'interroger parce que juste, c'est parce que ce qui fait exister ta blague, c'est le fait que Rima Hassan elle est ridicule. C'est pas le fait que Israël commet quand même des violations du droit qui fait que oui, c'est le colis Amazon qui revient le plus vite parce que oui, parce qu'ils n'ont pas le droit de livrer de l'aide humanitaire et que c'est un peu un scandale, quoi. Et en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose, si vous voulez, qu'on a téléguidé. On a répondu à beaucoup de sollicitations et il était de notre responsabilité d'informer sur ce qu'était la coalition, l'objectif, de mobiliser au maximum je crois que le l'opinion. message est passé. Voilà, donc, mal. on s'attarde pas trop sur les critiques et on fait plus de place, si vous voulez, à la mobilisation et à l'amour qu'on reçoit. C'est plus précieux. Et alors donc justement, vous avez passé beaucoup de temps sur le bateau à communiquer. Oui. Et quand vous ne faisiez pas ça, comment ça se passait, même l'ambiance entre vous? Est-ce que c'est des gens que vous connaissiez avant? Par exemple, Greta Thunberg, est-ce que vous l'avez déjà rencontré ou vous êtes On s'était pas rencontrés physiquement, on avait beaucoup échangé en amont puisque j'avais organisé au Parlement européen le Forum étudiant pour la Palestine. On avait invité plusieurs organisations étudiantes européennes pour qu'ils mettent en commun leurs moyens de mobilisation, leurs revendications. Et ça a été précieux. Moi, tu te rappelles de l'époque, Greta, où la gauche, ils se moquaient un peu d'elle, en mode c'est une fille d'artiste et de je sais pas quoi, de trucs de Bourges. Et en fait, elle est un peu nulle et ridicule parce qu'elle est écolo nulle, etc. Et que Greta s'est révélée être une activiste vraiment déterre et que, par exemple, quand la question palestinienne est devenue omniprésente, elle a pas tremblé, elle, contrairement à d'autres qui la critiquaient, quoi. Ah bah ça. Mais même avant ça, qu'il a trouvé un peu molle et tout, quoi. Et même avant ça, en Suède, moi, j'avais sur mon TikTok régulièrement des TikTok d'une meuf qui est militante indigène suédoise, c'est genre qui est Sami. Et en gros, qui parlait de Greta Thunberg en mode en attendant, c'est la seule qui nous soutient, elle est dans toutes nos mobilisations, etc. Elle est tout le temps à nous soutenir quand on se fait dégager pendant nos mobilisations, etc. Et moi, c'est un peu déjà le premier truc que j'avais sur elle, c'est en mode ok, c'est vraiment green flag en mode ok, elle est vraiment dans les luttes décoloniales et tout, quoi. Parce que aussi, je pense que la pauvre, c'est qu'elle a payé le fait de cette jeune fille si jeune qui parle d'écologie, et les jeunes ils aiment que l'écologie, et en fait elle va parler que d'écologie. Et même le truc où les gens étaient un peu fans d'elle quand elle faisait un peu des interventions sur regardez, la jeunesse nous alerte sur l'écologie, et que et quand elle a commencé à parler de capitalisme, moi je me rappelle le début de la fin médiatique de Greta Thunberg, c'est Greta Thunberg a été vue avec un tote bag Antifa, Greta Thunberg a été vue avec un kéfier, Greta Thunberg dans une manif, Greta Thunberg a dit capitalisme. Genre, et là c'est devenu de ça y est, c'était tout de suite moins rigolo, c'était pas juste Greta Thunberg dit s'il vous plaît les adultes soyez gentils avec la planète. Là ça a commencé à les déranger, quoi. Un des premiers trucs anti-Greta Thunberg qui était sorti de propagande israélienne, c'était que elle avait fait un truc propal et elle avait, tu sais, le petit la petite peluche pieuvre mais elle avait autiste. sa puce autiste, oui. Et oui, c'est ça, c'est que quand tu la retournes, c'est quand tu veux montrer que t'es pas content et que quand tu la mets, tu sais, c'est un peu un truc d'émotion, tu vois. Et c'était en mode, oui, c'est une pieuvre, c'est une caricature antisémite, c'est la preuve qu'elle est antisémite. Genre, c'est vraiment... Ah ouais. Et donc, on avait échangé parce qu'on voulait l'inviter pour introduire cet événement et participer à cet événement. Et elle avait des examens. Donc, on avait déjà échangé effectivement en amont. Et quand nous avons été sollicités pour cette action, on a renoué contact à l'occasion de... Elle est sympa ou pas, Greta Thunberg? C'est une question peut-être. Non, si vous voulez, au-delà d'être... Pardon. C'est vraiment... Mais tu sais, c'est comme... Moi, je trouve que c'est incroyable. Tu sais, l'interview qu'elle a fait, Greta, à la sortie de l'avion, où les journalistes essayaient de lui poser un peu des questions perso en mode « Ah, comment vous vous sentez personnellement? Haha, c'était comment et tout ?» Et à chaque fois, elle recadre sur des sujets politiques. C'est genre, à chaque fois, ils essaient de la faire dévier. Elle est en mode « Non, il faut dénoncer le génocide, la colonisation, etc. » Genre, elle reste vraiment sur son truc, elle reste sur son discours. Après, là, vas-y, à la limite, pour être un peu fair, c'est... Oui, en mode interview, Radio Nova, tu peux te permettre. Là, ils ont 1 heure d'interview. Ça m'énerve quand c'est les 6 minutes à France Inter et que 3/4 de l'interview c'est ça. Oui. Voilà, en vrai, elle a 1 heure pour parler. Il pose une petite question, genre vas-y, soyons pas des bâtards non plus, tu vois. C'est pas non plus les 12 minutes réglementaires. Oui, c'est vrai que. Et c'est vrai qu'après tout, si,
on a pu poser la question à l'autre escroc là, alors la malle ou pas la malle? Bah au moins on peut le faire avec Rima quoi. Oui, de fou. Si vous voulez, au-delà d'être sympa, très franchement, humainement, ça a été très précieux pour nous parce qu'on vient vraiment de milieux différents, de profils différents. Il y a des gens qui ont été mobilisés sur l'action de l'A69, dont Reva qui était perché sur un arbre, je ne sais plus combien de jours. Donc on vient vraiment de profils très différents, mais on était vraiment autour de convictions communes. Et effectivement, humainement, ça s'est très bien passé avec tout le monde. Moi, j'étais dans la même chambre, la même cabine que Greta et Baptiste, le médecin qui était à bord. C'est la cabine des influenceurs ou quoi? Vous aviez votre petite ring light pour faire des photos Insta ou quoi? Ah bordel! On arrête avec Clusé, c'est bon. Mais elle est trop marrante à faire, Clusé, elle est trop bien. Ils avaient sûrement un Starlink. Ils ont donné de l'argent à Elon Musk pour leur action. C'était plus facile de contacter Frontex pour dénoncer des migrants. Bravo. J'espère qu'on va les choquer à la prochaine AG. Incroyable la voix d'Anna Arclop. Non, humainement, ça a été très précieux. Vous vous rendez compte que vous étiez les deux symboles quand même, les deux icônes de cette flottille? C'est fou parce que vraiment, on a aussi surfait ou surinvesti aussi cette question des symboles. Parce que si par exemple on se réfère à un curseur, pardon de le convoquer parce qu'il est pas non plus forcément le plus parlant, mais si on prend juste ce curseur de la question des réseaux sociaux, Thiago, qui était à bord du navire, est beaucoup plus suivi que moi sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez, si on se réfère à ça, par contre ce qui était sûr, c'est qu'on était complémentaires dans la question de la mobilisation et de par nos différentes sphères. Et moi, ce que j'ai surtout apprécié, si vous voulez, chez Greta, c'est que je la trouve complète dans sa lutte pour le climat et pour l'écologie. C'est-à-dire qu'elle a complètement intégré toute la dimension décoloniale, la dimension qui consiste à faire comprendre aussi à l'opinion que se battre pour la Terre, c'est se battre aussi pour les gens qui vivent sur la Terre. Et il ne peut pas y avoir une défense pour le climat, pour l'écologie. Parce que moi, ça, je suis vraiment d'accord, parce que tu vois qu'il y a eu une tentative. En fait, l'écologie, le combat est tellement universel que j'ai l'impression qu'il y a eu un moment de panique des libéraux de dire « Oula ». Sur l'écologie, ils ont un peu trop raison. Ça pourrait nous baiser. Faut absolument qu'on récupère le combat. Et c'est là que tu as tout le green capitalisme, le greenwashing. Tu vois que tu as eu toutes les stratégies et les Hugo Clément de non, mais en fait, l'écologie, c'est pas de gauche ou de droite. Si je peux aller voir le Rassemblement national et dire qu'on est d'accord pour dire que les Arabes ils égorgent des moutons et que c'est pas bien, on va y aller ensemble, machin. Et tout le truc. Belle imitation d'Hugo Clément. Bah oui, et ça déroule à Julien Rochdy. Sa nouvelle DA, c'est une écologie de droite, anti-migrante, etc. Tu vois, donc il y a vraiment une intégration. Je veux dire, la question de l'écologie en soi n'est plus rattachée à des idées progressistes ou de gauche, etc. Et que du coup, la seule manière d'être écologiste efficacement, c'est d'être anticapitaliste, d'être anti-impérialiste, d'être anticolonial, etc. Quoi. Sinon, c'est désincarné, quoi. C'est ça, parce que les libéraux qui désincarnent l'écologie, c'est ce qui permet la passerelle où tu fais passer. Parce que l'écologie d'extrême droite, elle existe depuis un moment. C'est avec Alain de Benoît. Tu parles de l'autre fois, j'ai parlé à ma femme, je lui ai dit que c'était une sale pute. Elle m'a regardé, elle m'a dit toi, t'as une petite bite. C'était ça, c'est Olivier de... Ouais, c'est ça, c'est Olivier de Benoît, lui. Mais bref, du coup, oui, Alain de Benoît, qui, avec le Club de l'Horloge, le Grèce, etc., a aussi commencé à penser à récupérer Gramsci, à penser une écologie. Les gens, je vous jure qu'il dit ça, c'est pas moi. Hein. Oui, c'est vraiment ça. L'autre jour, ma femme... Bref, pardon. L'autre jour, j'ai parlé à ma femme. Il parle vraiment comme ça. Mais du coup, oui, donc Alain de Benoît, qui a été un des premiers à droite, à être en mode on récupère Gramsci. On parle d'écologie d'un point de vue, mais vraiment de, comment dire, l'écologie intégrale, reprise aussi avec l'écologie, je sais plus quoi, le Vatican aussi qui a fait ça, en mode la vraie écologie, en gros, c'est quand un papa et une maman font des enfants biologiques, quoi. Et en fait, que l'écologie, c'est le retour à la nature, à la paysannerie, à la petite maison dans la prairie, quoi, globalement. Les humains qui vivent sur cette terre-là, qui plus est des humains qui ont un lien avec cette terre-là. Les Palestiniens, pour beaucoup, ils vivent de leur terre. À Gaza, je rappelle, ils restent... de l'enracinement, etc., qu'il y a dans l'écologie d'extrême droite, des trucs comme ça. Un peu du genre Rabhi. Bah, Pierre Rabhi, c'est autre chose, les gens. Pierre Rabhi, c'est ça de fou. Ah ouais? Ah, moi, Pierre Rabhi, je l'aurais... Ah, mais oui, t'as raison sur le côté, du coup, la pipeline féminin sacré, la nature, et les takes anti-migrants, machin, etc. Humour de rase. Dommage, moi, je fais du one-man show. Ma femme m'a raconté... L'autre soir, j'ai failli tromper ma femme. Oh, putain. En rentrant chez moi complètement bourré... Vous voyez, c'est ça. Je une prostituée à 2 € de l'heure. Ah, il faut être moi... Jour, j'ai failli tromper ma femme. Je suis tombé sur une prostituée à 2 € de l'heure. Et je lui ai dit... Je me suis aperçu que j'étais en train de me taper un parc-mètre. T'es en train de me taper un parc-mètre.
Avant de vous défendre, je me présente quand même, hein. Mesdames, Olivier de Benoît, grand défenseur des femmes. Depuis la mort de Jacques Vergès, je suis le seul avocat capable de défendre une cause perdue. Fils de pute, pourquoi c'est Jacques Vergès? Mais mon nom complet, c'est Olivier Marie-Emmanuel de Benoît de Gentissart. Bon, c'est un peu long, c'est un titre de noblesse qui a été offert par Marie-Thérèse d'Autriche à mon aïeul, pour le remercier de performances qui n'étaient pas d'ordre militaire mais sexuel. Gueule, toi. Quand j'ai parlé à ma femme de ce savoir-faire familial, elle m'a dit « Mais vous l'êtes pas transmis ?» Quand j'ai parlé à ma femme de mon savoir-faire sexuel de noble, Elle elle m'a dit où était tu passé. Parce qu'en fait, tu baises mal, c'est ça la blague. Ouais, c'est la blague, c'est la baise en fait. J'ai dit à ma femme. Ah, mais les gens ont rigolé sur ça, ça me rend malheureux. Hein. Sa mère est Ferrari. Oui, j'ai juré qu'en réalité, Jérémy Ferrari et Arnaud de sa mère, c'est les plus drôles de ce bordel qui sont sortis au final. Des fois, je tombe sur des TikTok 2, je souffle à peine du nez, mais c'est 100 fois mieux que ça hein, quand même. Hein. Bref, pardon. À Gaza, je le rappelle, il reste selon les Nations Unies que 5% de terres cultivables. Et leur conclusion insiste sur le fait que toutes les autres terres cultivables ont été délibérément détruites par les autorités israéliennes. Donc elle a vraiment embrassé, si vous voulez, la dimension complète, une dimension très complète et très structurée de la lutte pour le climat. C'est-à-dire qu'il y a une convergence des luttes, vous et elle, quoi. Mais au-delà de la convergence des luttes, c'est que pour moi, ces luttes, elles sont indissociables par essence. La lutte antiraciste, féministe, écologistes, décoloniales, elles sont par essence indissociables. C'est la promesse qu'on se fait mutuellement dans nos sphères respectives et dans nos luttes respectives d'un monde meilleur et d'un monde progressiste. Du coup, c'est pas par essence, mais vas-y, on va pas jouer sur les mots. Oui, mais fondamentalement... je sais que ça t'a fait tiquer. Je sais que toi aussi, quand elle a dit par essence, ça t'a fait tiquer. Non, ça m'a pas fait tiquer parce que je ne lui prête pas des intentions néfastes comme toi. Voilà. Mais j'ai pas dit comme un journaliste. Par essence, on savait qu'elle était essentialiste. Pardon. Je suis un peu frustré sur ce que vous faisiez quand sur le bateau. Sur le bateau, est-ce que vous regardiez tout le temps l'actu? Est-ce que vous écoutiez de la musique? Est-ce que tu jouais à Candy Crush sur le bateau? C'était quoi vos activités? Est-ce que vous pouviez regarder Netflix? Est-ce que t'as passé des niveaux sur Royal Match? Ah, j'ai envie de crever, mais il y a que toi qui joues à Royal Match, Cassandre. Arrête. Non, il y a des pubs partout. J'ai commencé par dire, bon voilà, pour moi, ça sera mission cuisine. Et on m'a tout de suite dit, mais elle fait l'influenceuse. Et je sais quoi. L'influenceuse cuisine sur le Madeleine. Moi, du coup, j'ai pas filmé les autres repas que j'ai pu faire. Donc tant pis pour vous. Mais donc il y avait beaucoup de cuisine. J'ai fait beaucoup de cuisine parce que j'adore cuisiner. Et quand je dis vraiment qu'on a été complémentaires, c'est que chacun a mis du sien dans le sens, dans sa sincérité aussi. Et donc, j'ai passé mes journées entre les interviews qu'on a été extrêmement sollicités, notamment par la presse internationale. Beaucoup plus par la presse internationale que la presse française. On était chargée de com et là, on a fait franchement par moment pas loin de 6-7 interviews par jour. Donc Pascal Pro, il vous a pas interviewé, vous a non. Attends. Elle fait un petit truc à la presse française en mode vous m'avez pas interviewé. Il dit Pascal Pro, il a pas voulu. Oui, mais la presse française, c'est pas que Pascal Pro. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Radio Nova, vous aussi, vous êtes la presse française. Parce que c'est pour, tu vois, c'est pour se rassurer. Oui. Eux, ils ne peuvent pas envisager faire partie du problème. Le problème, c'est CNews et l'extrême droite. On dirait un prophète qui essaie de se rassurer auprès de sa pote féministe que Not All Men, ça l'inclut lui surtout en priorité. Not All Journaliste. Est-ce que je trouve Not All Journaliste, hein. Est-ce que je trouve deep, c'est que les gens lui ont cassé les couilles parce que c'est filmé en train de faire de la bouffe. Du coup, elle a arrêté de le faire. J'ai trop le seum. Les recettes de Rima sur le bateau, je vous en supplie. Pourquoi on n'a pas eu ce poulet? Ah ouais. C'est horrible. Non, du coup, on n'a pas eu le poulet voilà. sur le bateau. Le poulet et du coup, genre, c'est là que tu vois que mais on en revient au fait que lutter. Ça veut dire que c'est un sacerdoce de prêtre. Oui, est-ce que lutter, ça veut dire ne pas avoir le droit, pendant les 15 jours sur un bateau, de te faire de la bouffe et de s'amuser? Mais après, tu vois, le pire dans tout ça, c'est qu'après, on va dire oh là là, on vous connaît pas trop personnellement, vous êtes un peu austère quand même, on ne connaît pas bien qui est vraiment. Tu sais, genre, ça amène aussi ce genre de truc. Moi, ça me fait penser beaucoup au côté un petit peu Karine Le Marchand, tu sais. Genre, faut pouvoir passer chez Karine Le Marchand pour montrer que tu es autre chose que un politicien chiant et austère. Mais par contre, faut pas non plus trop parler de toi. En fait, il n'y a qu'auprès des journalistes que tu peux te livrer. Sinon, t'es une influenceuse et c'est pas bien et c'est un peu frivole, quoi. Lutter, c'est faire du poulet sur un bateau. Bah non, c'est pas lutter, mais faire du poulet sur un bateau et faire une story de ton poulet, ce n'est pas contradictoire. Vous êtes complètement con, c'est ça. Mais tu vois, j'en en reviens à ça. C'est que tout ce que tu fais qui n'est pas de la lutte n'a pas le droit d'exister. Tu dois te cacher de t'amuser à faire de la bouffe pour toi et tes potes sur ton bateau. Ça doit être dissimulé. Tout moment de plaisir doit être caché. Genre, désolé, mais c'est vraiment un rapport catholique à la conception du militantisme. Vraiment, hein.
Ce message dans le chat n'était pas de la lutte. Très honnêtement, j'ai fait un peu d'entretien sur le bateau. Alors on apprend aussi. Si on est un peu de nature curieuse, on apprend un peu. Donc parfois j'étais avec Reva et Marco, qui sont les 2 capitaines, qui nous apprenaient 2-3 choses sur le bateau. Ensuite, j'ai effectivement fait à plusieurs reprises la cuisine pour tout le monde. Moi, je viens vraiment d'une culture, et notamment ça vient vraiment de ma mère, où la cuisine, c'est une question d'hospitalité. Et ma mère m'a toujours dit aussi, on mange d'abord avec les yeux avant de manger avec la bouche. Donc il faut vraiment... C'est très Top Chef ce que vous dites. Non, mais... C'est vraiment la présentation. Après mon mandat... Je suis trop heureux. Le mec, il a entendu Top Chef, c'est bon, son réflexe pavlovien a été activé. Oui, bah, si tu veux, je vais tout seul au restaurant pour ton anniversaire. Non, moi, je suis d'accord. Je suis trop heureux aussi de la comparaison Top Chef. Je sais pas si je fais particulièrement bien la cuisine. Ce que je sais, c'est que je le fais avec amour. Et dans cette dynamique de... Si la gauche était stylée, on pourrait monter une émission avec Rima Hassan, Mélenchon, je sais pas qui d'autre... hosté par la Big Bertha. L'étard de Zawa, host par la Big Bertha, un concours de cuisine, quoi. Et discuter de politique en faisant un concours de cuisine si la gauche était stylée. Sinter en experte technique. Offrir un repas chaud, parce que c'était le seul repas le soir qu'on partageait. Le reste de la journée, chacun grignotait un peu ce qu'il pouvait. Ça, mais on peut pas faire ça, tout le monde nous déteste, là, c'est nous. Mais le seul moment où on pouvait vraiment se réunir, s'asseoir ensemble, c'était le repas du soir. Donc ça a été très compliqué de cuisiner quand le bateau tanguait, parce que c'est pas facile, c'est un exercice vraiment particulier. Mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, et pour moi, il y avait vraiment toute la dimension de, voilà, on offre un petit repas chaud à tous ses camarades qui, chacun dans son coin, est mobilisé avec ses compétences, avec son réseau, etc. Une dernière anecdote, j'ai été mise, parce qu'on a un agenda, on se relayait pour les surveillances. Et les agendas de surveillance, c'était toutes les 4 heures. On m'a mis à un moment donné en surveillance de 4 heures à 8 heures. Bon, clairement, j'étais inutile. J'ai dit aux gars, franchement, c'est pas la peine. Parce que j'étais là avec le petit boîtier de la radio. Trop facile, nous on a fait le zawaton. Rima, skill issue. Hein. Oui, l'étard, il aurait pu le faire sans problème. L'étard, il aurait réussi. Petite gamme de LOD, il aurait surveillé. Après, tu sais que je pense que l'étard, il voit cet extrait, je pense qu'il se dit ça prom dog. Oui, je pense qu'il se dit, moi je pense que j'aurais réussi à rester éveillé. Rappelle que un jour, il nous a dit premier degré, je pense que je peux monter d'une, c'est juste que je mettrai plus de temps que les monteurs d'origine. Je pense que je pourrais le faire. Je pourrais le faire, il me faudrait juste un peu plus de temps. Mais c'est impossible de savoir quand est-ce qu'il y a une alerte, Enfin, je veux dire, moi, j'y arrivais pas du tout, j'étais paniquée. J'avais la toute petite radio qui était sur mes genoux, j'étais comme ça à 4h30 du matin sur le pont, et j'aurais dit, bon les gars, moi je retourne en cuisine, je vous laisse ça. Et moi je vais... En vrai, ça, voilà, moi je la comprends. Les cassants de manteau où vous êtes capable d'être fonctionnel avec 3 heures de sommeil, je sais pas comment vous faites. Vraiment, ça, je ne comprends pas. Moi, je suis team Rima. Genre, j'ai pas besoin de dormir longtemps, mais si je suis à moins de 5 heures, je ne peux pas fonctionner. Là, là, je vous jure, les gens, quand j'étais gosse, j'étais pareil. Vraiment, je vous jure, c'est pas l'âge. Genre, j'ai toujours été comme ça. Le concept des gens qui font des nuits blanches, là, je ne comprends pas. Vraiment. Je sais pas comment c'est possible. Et donc, une fois, on a pas tellement parlé de vraiment après ce refus de visionnage du film. Combien de temps vous êtes resté dans la cellule avant de partir? Vous étiez où, en fait, même? Donc, au début, nous avons effectivement, première détention, disons, c'était à l'aéroport. Où là nous avons vu la première fois le consul et ensuite et nos avocates, c'est là où on nous a proposé de signer le fameux papier. Alors c'est très intéressant parce que quand ils sont venus nous aborder, ils nous ont dit vous voulez partir rapidement, c'était pas est-ce que vous voulez signer ce document sur la base de en nous expliquant, en nous explicitant ce que dit ce document, c'était vraiment vous voulez partir rapidement, vous voulez rentrer chez vous, vous voulez voir votre famille le plus rapidement possible. On était là, oui, bien sûr, on voulait rentrer. Et ils nous ont montré le document, en fait. Ça, c'est vraiment comme les flics qui te disent en GAV, non mais t'inquiète, là c'est entre nous. Tu vas rentrer chez toi plus tôt si on se parle. Je veux dire, dis-moi, tu vas rentrer chez toi plus vite et il t'arrivera rien. Et puis, de toute façon, on sait déjà que t'as fumé du shit. Donc dis-le nous. Et si tu dis, c'est la preuve que tu l'as fait, donc t'es baisé. C'est vraiment genre, c'est classique. En fait, le document disait, vous êtes rentré de manière illégale sur le territoire israélien, et donc une procédure d'expulsion va être entamée. Et c'est là aussi où il y avait le truc où elle avait pas le droit de revenir pendant 100 ans ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Et donc nous, on a été plusieurs, 4 ont accepté de signer parce qu'ils avaient aussi des contraintes personnelles, dont Greta, dont Baptiste, et les autres ont refusé en disant que c'était inacceptable pour nous d'accepter cet accord, puisque on a été ramené de contraintes. C'est un kidnapping que nous avons vécu. Nous avons été ramenés de contraintes au port de Ashdod et sur le territoire israélien, tandis que nous, on voulait être accompagnés pour aller à Gaza. Et donc, on a refusé. Et donc, la deuxième étape, après cette première détention dans l'aéroport, ça a été de nous ramener effectivement dans la prison de Givon. Et ensuite, pour 2 personnes d'entre nous, Thiago et moi-même, on a été déplacés dans un autre complexe à l'isolement pour 2 raisons différentes. Thiago, parce qu'il a refusé de manger tout ce qu'on lui ramenait dans la première cellule. Ils ont une carte de la faim. Okay. Voilà, il refusait par protestation. Et pour ma part, c'est quand on m'a grillé en train d'écrire sur les murs de ma cellule Free Palestine. Ah, vous avez fait ça? Oui. Vous écriviez avec quoi?
Alors, et en plus, ils n'ont toujours pas trouvé. Alors, on a cette interview parce que quand ils sont arrivés, ils pensaient que c'était la cuillère. Il n'y en a pas de fourchette, pas de couteau. Ils pensaient que c'était avec la cuillère que j'ai gratté sur les murs. Et en fait, pas du tout. J'ai trouvé derrière un meuble qui était dans la cellule les restes de médicaments. Vous savez, quand on prend un médicament, il reste la petite plaquette. Et c'est avec ce qui restait de cette plaquette que j'ai gratté sur le mur. Elle a gratté les murs avec une opercule de Xanax. Je suis trop heureux. Magnifique, c'est beau. Les drogués représentés par Rima. Ils ont vu ça, ils ont fait leur enquête, ils savent toujours pas là. Mais ils ont été dans un état. Non, ils savent toujours pas. Ils nous ont confisqué les cuillères, donc du coup, les derniers jours, on a mangé avec les doigts, avec les mains. Mais ils n'ont toujours pas su effectivement avec quoi on avait écrit ces messages. Et donc c'est à ce moment-là où moi j'ai été mise à l'isolement. Ah oui. Okay. Bon. Voilà. L'isolement, ça a été dur. Émotionnellement, ça a été dur. Toujours pas de peur, mais c'est l'humiliation, quoi. Parce que les menottes aux pieds. Ça a duré combien de temps ? J'ai eu les menottes aux pieds. Ça, c'est ouf, ça. Ouais. Et en plus, on vous balade, quoi. Parce que pour faire passer du premier complexe au deuxième complexe, je suis passée vraiment dans une prison. C'était 5 mètres carrés la cellule. Le matelas était totalement mouillé, humide. En tout, il y avait plein de petites bestioles, des moucherons. Les toilettes, je vous en parle même pas. Quand j'ai demandé si on pouvait au moins nettoyer la cellule, on m'a dit nettoyez-la vous-même. Pas de douche. Pas de fenêtre. Pas de douche. Pas de fenêtre. Et vos vêtements, c'est ceux que vous aviez. Mes vêtements, c'est ceux avec lesquels je suis venue. Donc moi, j'ai fini par m'asseoir par terre parce que le matelas était vraiment. Voilà. Donc je fini par m'asseoir par terre à côté de la porte et je sais pas comment on appelle la petite ouverture qu'il y a pour passer les mains. La meurtrière là. Pour passer les mains pour enlever les menottes ou mettre les menottes. Mais j'étais assise par terre et j'avais mon visage qui était calé à côté de cette petite ouverture pour pouvoir avoir un tout petit peu d'air. Ah oui. Ouais. Wow. Et ça a duré combien de temps l'isolement ? Avant d'être renvoyé en France ? De la matinée, début de matinée jusqu'au soir. Et c'est le consul qui était intervenu, c'était la veille de mon départ. Mais je savais pas, moi, que je partais le lendemain. Ils sont venus me chercher, en fait, le soir même, en me disant, tu pars demain, tu dors ce soir dans la première cellule. Donc, on m'a changé de cellule le soir même. Et donc là, vous êtes... le lendemain matin, vous prenez l'avion, vous arrivez en fin de journée, République, tout le monde vous attend. C'était comment aussi ce retour un peu... Mais moi, je vais vous dire ce que j'ai dit depuis mon entrée en politique. C'est quoi, c'est Rima Paris est avec toi. Incroyable. Et la poule apparaît plus en mode hier, on les baisse de fou. Incroyable. Ce combat, je le porte avec beaucoup de conviction et je le porte aussi avec des failles et avec des imperfections et j'y tiens. Je ne cherche pas à lisser, à perfectionner, à rentrer dans un moule sur la manière dont il faudrait faire de la politique, la manière dont il faudrait exprimer ses idées, etc. Pour moi, on arrive en politique aussi comme on est. On arrive avec ses tripes, on arrive avec ses défauts. Ah, c'est McDo fait des références à McDo. C'est le capitalisme. Comme vous êtes. Elle est aliénée au capitalisme. Et j'ai... Dans cette année de surexposition et médiatisation, qui est en plus paradoxale parce que j'ai très peu pris la parole. Ça a été beaucoup d'articles, beaucoup de choses qui ont été dites, mais très peu de moments où on m'a tendu le micro en réalité pour que je puisse dire ce que j'avais à dire. C'est bien, rappelle-leur aux journalistes que globalement personne t'invite, ouais. Ah mais il y a des gens qui vous aiment et des gens qui vous aiment pas. Les fans de Rima Hassan. C'est nous, ils vous aiment pas. Hein. Vous avez des fans. Vous avez beaucoup de gens qui vous suivent sur Insta. Elle est sympa, Greta Thunberg. Y a quoi à dire alors Et alors sur le bateau, la cuisine, pas la cuisine, qui compte Insta? Est-ce que vous jouiez aux cartes? Le fait qu'il y ait que Radio Nova qui lui donne parole après ça. Mais ça, j'aimerais bien savoir. Est-ce que c'est elle qui refuse? Est-ce qu'elle est boycott dans les médias? C'est une vraie question. Après, moi, je pense que Radio Nova, c'est pas un mauvais choix. On ironise un peu sur l'interview, mais elle a 1 heure. Il la laisse s'exprimer. Oui, des fois, en vrai, elle a le temps de dérouler. Franchement, on ironise un peu parce qu'on est insupportable. Oui, c'est ça. On ironise un peu parce qu'elle est insupportable. Parce que voilà, on est insupportable. Elle est insupportable. Elle est insupportable. Tu as dit que Rima Hassan était insupportable, Raz. Elle a remis des migrants à Frontex, hors de nos luttes. J'espère qu'elle pourra plus jamais mettre les pieds dans une AG. Elle a tweet qu'il y a eu des moves bizarres par d'autres journaux pour pas l'interviewer. Mais oui, mais moi je pense que ça c'est le truc typical de une journaliste veut faire une interview de Rima Hassan et ça se fait boycott dans la rédac. Oui, ça se fait en mode Rima Hassan, antisémite, le Hamas, ça dégage quoi. Ouais. Je vais pas me plaindre parce que la chambre des assez suivie et soutenue sur mes propres réseaux, il me suffit amplement pour passer mes messages. Je vous profite pour vous dire un grand merci. Je veux quand même dire ici que depuis que j'ai été libéré, nous avons eu affaire à beaucoup de journalistes, programmateurs qui étaient désireux de me donner la parole et qui ont été bloqués sans explication par leur direction. Est-ce qu'on est étonné? Pas du tout. Mais... Aquabeb, le trou du gars. Ah ouais, non mais lui vraiment le col. Et puis elle a mis un mème de Maës et Maës. Le cringe lord qui a réussi à reparler du Sahara occidental. Parce que le Sahara occidental, c'est marocain. Mais ferme ta gueule, mais vraiment, frère. Le rap. Ilyes, il est fan de rap. Alors que c'est tous des débiles
complètement aliénés, droitardés, cogoles. Ah, vraiment les fans de rap les rappeurs préférés. Les fans de rap en 2025, alors que c'est clairement une industrie capitaliste, sexiste et homophobe. C'est pas le move que vous croyez d'être fan de rap, ouvrez les yeux. Raz qui chantait à tue-tête Boubacaré, je suis MDR. Mais moi, fan de rap, je vois pas d'où vous tirez ça. Non, il déteste le rap, hein, Raz. Moi, j'ai toujours haï le rap parce que je trouve ça hyper problématique, en fait. Bah oui. Moi, je ne peux pas écouter des paroles... En tant qu'homosexuel, comment peut-il aimer le rap, vu que c'est homophobe? Désolé, mais Caris, il dit le P-word, en fait. Je tremble. Hors de lutte. On m'a fait écouter du rap, j'en tremble. Ah ouais, cette phrase. Aide-nous à te défendre, Rima. Rima, on a envie de te défendre, mais fais pas ça. Tu as mis un mème sur le nouvel ordre mondial, je ne pourrai plus jamais t'écouter. Je vais arrêter de parler de la Palestine dès aujourd'hui et me plaindre toute la journée des militants pro-Palestine qui sont pas... Et moi, je tiens à mes défauts, je tiens à mon imperfection et je tiens à mon droit à l'erreur. Je tiens à avoir cette marge qu'on accorde justement aux gens qu'on n'idolâtre pas, d'avoir justement cette marge d'erreur et d'imperfection. Et moi, je tiens à rester dans une forme de banalité et normalité de ce que je suis, malgré la médiatisation et l'exposition à laquelle je fais face. Donc non, c'est des moments qui sont très beaux. Je vais pas vous le cacher, forcément, quand vous avez autant de gens... de foule, là, Oui, mais je pense qu'en fait, au-delà, c'est qu'il y a une identification. Je pense qu'en politique, comme dans d'autres sphères, des gens ont besoin de s'identifier. Mais déjà, rien qu'aux artistes, je veux dire, sans forcément les connaître sur le plan personnel, à travers leur art, à travers leur musique, parfois on s'identifie. Et c'est comme ça qu'on finit aussi par idolâtrer, aimer des gens qu'on ne connaît pas sur le plan personnel, mais qu'on découvre à travers un aspect, si vous voulez, de leur expression. Pour ma part, mon expression, elle vient effectivement du champ politique. Elle n'est pas artistique, voilà. Et donc, il y a aussi des gens, si vous voulez, qui s'identifient à moi et à d'autres qui étaient sur la flottille. Et je pense que cette identification... 100% Raz et Cassandre se baisent. Trop gênant. En fait, on est juste coloc, en fait. Genre, we are just roommates. Ouais, en fait, c'est ultra gênant de sous-entendre ça, en fait. Genre, je vois pas bizarre, en fait. Ouais, sexualiser les gens sur Internet comme ça vous va ou quoi? Ouais, en Big 2025. En Big 2025, sexualiser vos influenceurs préférés, c'est pas le move que vous croyez, en fait. Hors de nos luttes. Ouais, genre vraiment. Ah, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Là, je pose la question du journaliste politique. Là, je remets la veste, vous savez, du monsieur un peu sérieux. Voilà, je prends le costard. Moi, je vais parler politique quand même. Il y a un agenda politique en 2027, 2032. Dans votre parti, ils cherchent comme des candidats, je crois, à la présidentielle. Il y a un monsieur assez âgé qui est votre patron, Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas s'il va se présenter à vie, même s'il aime bien ça. Est-ce que... le niveau de chien de garde. Regarde, il pince les lèvres en mode les cringe lord, regarde, ça se voit qu'il est là en mode gênant, cringe en fait. Est-ce que ça vous donne envie quand même d'espérer pouvoir comme ça tenter l'aventure d'une élection un peu nationale, non? On la reprendra cette vidéo et on la remettra le jour où vous vous présenterez. Mais ça c'est vraiment, ça j'arrête pas de le dire parce que vraiment à chaque fois ça me choque. Mais c'est vraiment leur façon de bander à chaque fois en mode je vais poser la question à chaque personne. Comme ça c'est moi qui, quand on ressortira le truc de la personne qui se déclare à l'élection, bah du coup ce sera à mon antenne qu'elle aurait dit et je vais dire j'avais gardé le clip au cas où. Je suis sûr qu'ils ont des... Oui, la clip farmée. Je suis sûr qu'ils ont des dossiers entiers sur leurs ordi en mode réponse déclaration présidentielle Rima, réponse déclaration présidentielle François Ruffin. C'est vraiment c'est leur passion aux journalistes. Si vous voulez, moi je pense qu'il faut aussi de l'humilité en politique. Je n'ai pas toutes les compétences, toute la maîtrise de tous les sujets que nécessite d'avoir, je crois, quelqu'un qui se prétend à diriger tout un pays. Mais ce qui est horrible, c'est que du coup, et la prétention, Rima, oh là là. Mais arrête, c'est un compliment à Mélenchon. En mode, lui, il maîtrise tous les sujets, il est trop fort. Oui, je sais que c'est un compliment à Mélenchon. C'est le GOAT. Mais justement, elle a au moins 10 ans pour se former, c'est bon. C'est vrai. Tranquille. Moi, je serais chaud qu'elle y aille. Hein. Après, si elle n'a pas envie... Moi, là où je suis d'accord avec elle, là où je comprends aussi, c'est que moi, j'ai l'impression qu'elle est quand même dans une vision du militantisme, chacun chef en son domaine, dans un truc de spécialisation. Et qu'elle est spécialisée, le droit international, la question des migrants, la question de la Palestine, et qu'elle a autour d'elle des gens qui se spécialisent dans d'autres trucs. Et c'est vrai que le candidat, t'as ce truc, mais c'est Mélenchon qui en parlait souvent de trucs de te voir apprendre tout le programme, toutes les fiches, de tout savoir, etc. Donc c'est une démarche
faut avoir envie de le faire, tu vois. Mais tu sais, moi, j'ai toujours un truc où quand les gens ils sont en mode oula, moi j'ai pas envie, c'est toujours ceux que t'as envie qu'ils y aillent aussi, tu vois. Oui, de fou. Mais oui. Si vous voulez, moi, la politique, c'est pas une carrière pour moi. C'est une mise à disposition d'un combat qu'on peut porter. Et moi, j'essaye au maximum de porter une voix de la démocratisation de la politique. Vraiment, mais c'est vraiment tous les insoumis, c'est la même réponse de non, mais moi, je ne pense pas en termes de carrière, mais je suis à disposition de mon parti et de la lutte. Cassandre, c'est vraiment sa réponse à chaque fois. Chaque fois que quelqu'un dit hey Cassandre, est-ce qu'un jour tu pourrais être député ou pas? Cassandre, à chaque fois, il dit ah non, mais moi, je ne réfléchis pas à ça. Mais bien sûr, je suis à disposition de mon parti et de la lutte. Vraiment, mais tous vous répondez ça, c'est grave, le niveau de meute. Quoi. La démocratisation de la politique, c'est à un moment donné considérer que le boulanger du coin, l'artisan, les personnes qu'on côtoie au quotidien, en fait, sont des personnages aussi politiques. Tout est politique dans leur quotidien. Et donc, il faut que cette politique, en fait, elle s'ouvre. Et moi, si vous voulez, je m'inscris là-dedans. Je considère et je regarde mon mandat comme un temps dans ma vie qui me permet d'avoir une tribune pour porter différents sujets qui me sont précieux, auxquels je tiens, pour lesquels je porte des convictions sincères. Les boulangers encore. Et ensuite, ça sera à la place de quelqu'un d'autre. Et j'aurai d'autres moyens de continuer à porter tous ces sujets différemment. Alors justement, j'ai mentionné le nom de quelqu'un d'important dans votre trajectoire, Jean-Luc Mélenchon. On l'a vu, vous avez fait une... On va en parler de Jean-Luc Mélenchon. Parce que quand vous même, lui avez fait un câlin, ton chef, tu aimes bien ton chef, mais quand même, c'est un peu un chef. Et puis c'est un homme. Est-ce que c'est pas trop un homme? Et le fait qu'il soit vieux et que ça soit un homme. C'est ton patron, il te dirige. C'est ton patron, c'est un homme. Une vidéo, il y a eu en tout cas plusieurs messages entre vous. On voit, il y a une vidéo qui a été pas mal partagée, Jean-Luc Mélenchon, qui dit c'est nous qui te représentons et non pas l'inverse. Elle a été marrante. Alors, elle était marrante, il a. Mais le niveau de mépris de ce mec, désolé, genre, c'est marrant. marrant. Genre, alors que c'était vraiment l'appel le plus attachant du petit vieux qui appelle. En plus, t'avais vraiment le truc de, tu sais, ce petit vieux qui appelle sa nièce sur Insta ou je sais pas, tu vois, par téléphone de. On est très fiers de toi, m'entends? On est fiers de toi, hein? Et c'est toi, hein? C'est toi qui nous représente, hein? Est-ce que vous avez eu des nouvelles du président de la République? Vous avez eu Emmanuel Macron au téléphone depuis ou pas? Non, on n'a pas eu le président de la République au téléphone. On n'a pas non plus eu des personnes qui représentent le ministère des Affaires étrangères. Nous les avons beaucoup sollicités tout au long de cette traversée en leur demandant une chose simple, c'est-à-dire de lire l'appel qui a été formulé par 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont formellement demandé aux différentes autorités de nous garantir un passage sûr. Donc il y a différents moyens. Ça peut être entrer en contact avec les autorités israéliennes pour les convaincre. Encore une fois, ça peut passer par des contrôles a priori, etc. Mais en tout cas, ça peut passer par une négociation avec les autorités israéliennes en disant laissez passer ce bateau, il n'y a pas d'armes dessus, il y a 12 civils. Ça quand même, on n'en parle pas assez du niveau d'abandon de nos institutions de la question, quoi. Genre quand même, t'as eu quand même des ressortissants français attrapés en pleine mer en eau internationale, emprisonnés, et il n'y a pas eu une prise de parole, un sourcil levé, quoi. Genre, c'est quand même de la folie. Mais tu sais, ce que je trouve deep, c'est que j'ai l'impression que ça choque pas parce qu'en fait, personne ne l'attendait. C'est que je pense que tout le monde savait que de toute façon, ils étaient livrés à eux-mêmes. Prenait ça comme une évidence. De toute façon, non, mais de toute façon, c'est les pro-palestiniens bizarres. Ouais, pareil au Parlement européen. Genre c'est le truc, mais en fait, tout le monde, personne s'attendait à ce qu'il le fasse, donc personne n'a été dessus, donc tout le monde s'en branle, quoi. Genre, tu sais, il y a un truc. Et pendant tout ce temps, l'appel que nous avons formulé, que nous avons relayé de ces 10 rapporteurs spéciaux, n'a pas donné lieu à un échange direct, ni avec le président de la République, ni avec le ministère des Affaires étrangères. Vous auriez aimé, par considération, avoir Emmanuel Macron au téléphone, vous, eurodéputée française? Alors, nous avons tourné, moi, je sais pas, ma petite personne, nous avons tourné une petite vidéo avec Blast, avec les Français qui étaient à bord du navire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un message adressé à Emmanuel Macron. Nous avons commencé par voilà, Monsieur le Président de la République, nous sommes 6 Français à bord de ce navire. Voilà, on s'adresse à vous en vous formulant ces demandes. Et on aurait voulu effectivement, du fait de la représentativité, si vous voulez, de la France, de par le nombre de personnes françaises à bord de ce navire, c'était quand même la moitié de l'équipage. Donc c'est une petite fierté nationale, mais on était quand même, voilà, la moitié de l'équipage était de nationalité française et on s'attendait effectivement, si on devait avoir un échange avec un seul gouvernement, c'était effectivement en priorité le gouvernement français de par la composition de l'équipage. Et on avait relayé cette vidéo et cet appel que nous avons publié en espérant... Elle a dit fierté nationale. Vous voyez c'est vraiment ça un peu. Vous voyez bien nationalisme, en fait. Elle croit encore au drapeau et aux frontières et ça serait temps de gauche. Ça va, on a tous entendu ce qu'on a entendu en fait. Elle a parlé de fierté nationale en fait. Genre, désolé, mais alors que le fascisme arrive.
Vous voyez ça comme un mépris, l'absence d'appel d'Emmanuel Macron ou pas? Au-delà du mépris, si vous voulez, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de notre petite personne. Moi, franchement, vous l'avez vu, hein, mais pendant toute la traversée, on a peu répondu aux attaques, etc. Parce que ce n'est pas vraiment ce qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'était de garantir le succès de cette mission et d'assurer notre sécurité. C'était ça, les deux éléments les plus importants pour nous. Donc, c'est au-delà du mépris, je crois que c'est vraiment un manque de courage. Un manque de courage politique, mais qu'on nous avons eu sur cette question de la flottille, mais nous l'avons aussi eu à d'autres moments. Quand Netanyahou... Moi, je pense qu'elle a raison. Je pense que il y a peut-être du mépris, pourquoi pas, mais que la vérité, je pense que le calcul cynique, c'est qu'ils sont terrifiés de s'engueuler avec Israël. Bien sûr. Et que presque, tu vois, genre, presque eux, je pense qu'ils se disent qu'elle soit contente, on n'a pas condamné leur action. Oui. Tu vois. Oui, c'est ça. Genre, mais en fait, je pense ça. que. Mais c'est pour ça qu'ils étaient, en vrai, ils étaient trop contents qu'Israël attaque l'Iran pour avoir un prétexte à dire « Ah oui, l'axe du mal, le pays ennemi, ils sont méchants avec les femmes. Oui, nous allons faire une coalition internationale contre l'Iran. » Alors que, genre, frère, tu fais partie des bullies, en fait. Ouais, de fou, de fou. Et puis aussi le fait que nous sommes interceptés. Le ministre des Affaires étrangères français se fait humilier, mais quotidiennement par Israël. Genre, c'est aussi une question de courage politique de, bah, en fait, oui, vous n'avez pas les couilles de vous opposer à Israël, quoi. Genre, c'est juste, vous êtes des couilles molles, quoi. Ouais, de fou. Quand on invente une immunité pour Benyamin Netanyahou qu'on n'a pas du tout trouvé pour Poutine, c'est un manque de courage politique, ou en tout cas un manque de clarté politique. C'est ça, c'est qu'elle a raison de le rappeler, c'est qu'en fait, de toute façon, là où je disais qu'on n'en attendait rien, c'est que le fait de s'écraser devant Netanyahou, son gouvernement, etc., là, c'est un sport, c'est un sport du gouvernement Macron, quoi. Genre, c'est ce qu'il préfère faire au quotidien, quoi. Et je veux rappeler vraiment un élément qui est très important parce qu'on est effectivement dans des divergences politiques, etc. Mais le président de la République, dans une démocratie, c'est prévu par la Constitution, c'est le garant des engagements internationaux de la France. C'est prévu par la Constitution. Le président de la République, il est censé garantir les engagements de la France en matière de traités et de conventions internationales. Et c'est le minimum en fait qu'on peut attendre de lui. C'est ça, c'est le seul regret. C'est très bien qu'elle ait souligné ça parce que tous les trucs, par exemple, l'acte de piraterie commis par Israël, c'est couvert par les conventions internationales sur la mer, par exemple. Donc, même en tant que garant des conventions internationales signées par la France, bah, en fait, Macron a dit, bah, en fait, toutes les conventions internationales qu'on a signées sur la haute mer, sur les trucs comme ça, bah non, en fait, on se torche avec, quoi. Et donc, même ça, en fait, c'est ça aussi qui fragilise la position de la France au niveau international. C'est qu'en mode, bah, en fait, bah, quand vous signez un truc, en fait, bah, c'est de la merde, quoi. Si vous voulez que j'ai à formuler là aujourd'hui à votre micro, c'est de ne pas avoir eu une parole et une action politique de ce président qui est le nôtre qui soit conforme au droit international. Donc le message est passé. Ouais. Et là, vous continuez de solliciter notre gouvernement. Il reste encore deux personnes, deux Français. Oui, deux Français et Marco qui est hollandais, qui est un des capitaines. Qui ne sont pas rentrés, a priori, les vols. Enfin, il n'y a plus de vols depuis que l'Iran a répliqué, a attaqué Israël. Donc, vous continuez de demander des actions, des déclarations. Qu'est-ce que vous demandez de rentrer ? Effectivement, on a une mobilisation cet après-midi. Il y aura plusieurs prises de parole des personnes de la flottille à cette occasion. On a plusieurs choses à formuler. La première, c'est sur les conditions de détention. Je veux quand même dire que pendant la détention, on nous a refusé d'avoir... C'est Ben Gvir, le ministre Ben Gvir, qui avait demandé un traitement spécial pour l'équipage et en particulier pour ma personne. Et ce traitement spécial, c'est toutes les demandes qui consistaient à pouvoir avoir accès à un carnet, à de quoi écrire, à de quoi lire. Parce qu'on avait tous 2-3 bouquins avec nous forcément dans nos bagages pour s'occuper aussi. Oui, depuis que l'Iran a attaqué Israël. Hein. Oui. Non, elle a dit depuis que l'Iran a attaqué, a répliqué Israël. Ah, a répliqué et attaqué Israël. Tu vois que c'est deep, hein. Tu vois vraiment. Ils peuvent pas s'en empêcher, hein. C'est pas le logiciel journalistique qui. C'est là que tu vois le niveau de lavage de cerveau. C'est que même des gens où tu vois qu'ils ont envie de faire une interview turbo bienveillante, de la laisser dérouler, je pense que ça se voit qu'ils trouvent. Enfin, tu sais qu'il y a une manière de dire et de présenter les choses qui ne peut pas être fait autrement, quoi. Et ça nous a systématiquement été refusé. Donc je crois que d'abord, il y a une formulation à faire quand même sur les conditions de détention. Si leur détention est prolongée, humainement, pour qu'ils puissent tenir, il faut qu'ils puissent à un moment donné aussi s'aérer la tête. Donc par la lecture, par l'écriture. Et donc ça, c'est le minimum. Ensuite, sur les conditions de détention, plusieurs des garçons qui étaient dans la même cellule ont été piqués par des punaises de lit. Donc quand je dis piqués, c'est faut voir les photos éventuellement du corps de Thiago qui a pu sortir. C'était aussi le cas pour le corps de Marco. Ils ont leur corps littéralement couvert de piqûres de punaises de lit. Donc il faut à minima déjà améliorer leurs conditions de détention. La deuxième formulation, c'est celle qui consiste à... Et oui, sous punaises de lit, ils vont ramener des... Non, ils vont ramener des punaises, non. Gardez-les. Au secours. Alors, non, là, mon militantisme pro-palestinien s'arrête aux punaises de lit. S'arrête aux punaises de lit. Elle se plaint des punaises de lit alors que c'est le quotidien de tellement de prolétaires français. Ça se voit qu'elle a jamais rien vécu. C'est quoi ces politiques privilégiées ?
Alors qu'en fait, tous les détenus, elle devrait lutter pour l'abolition des prisons. Dans les prisons en France, il y en a plein. Est-ce que vous l'avez entendu en parler? Je crois pas. Et puis de toute façon, Antoine Léaumont, il a visité un CRA, donc vraiment la France insoumise hors de nos luttes. C'est vrai qu'ils ont reproché à Léaumont d'aller visiter des CRA. Oui. J'avais oublié. C'est parce que c'est pourquoi? Parce que c'est déjà légitimé de le visiter, c'est ça, j'imagine? Oui, je sais pas, I guess, parce qu'à un moment, il a C'est pour Insta, parlé des peut-être aussi. revendications des gardiens des CRA qui étaient en mode oh là là, nos conditions de travail, etc. Alors que genre, tu sais, c'est le truc de base pour baiser les keufs de dire ah, c'est vrai, vos conditions de travail, c'est pas bien. Bon, du coup, en attendant, quand même, les gens qui sont là, ils devraient pas y être. Genre, Ouais. Après, il a un peu cringe moment quand il met le gilet de flic dans les cras. Après, c'est son côté, Après, c'est c'est son côté bandeur de République à Léaumont. Moi, je suis d'accord avec vous, mais les gens le rêvent. Ça serait imaginer un monde où le plus droitard de la gauche, c'est Antoine Léaumont. Ah ouais. Mais on sera heureux, on pourra lui reprocher de pas assez légaliser, de mettre des trucs de flic et de dire des trucs, voilà quoi. Genre, imaginez, ça serait lui le droitard de la gauche. Mais ça serait le bonheur quoi. On pourrait se moquer de lui, dire que c'est un peu un droitard et on serait heureux quoi. Mais au-delà des bateaux, il y a un convoi d'autocar qui est parti, là on en parlait sous Mood, il y a des gens qui partent à pied. C'est ça, moi j'attends. La grosse question que j'arrive pas à me rendre compte politiquement aujourd'hui, c'est à quel niveau va y avoir une mise en mouvement internationale de cette initiative-là, à quel point elle peut être répétée plein de fois, et à quel point la répétition peut finir par faire plier Israël. Moi ça je me rends pas compte, mais dans le doute, bon, vaut mieux essayer quoi. On sait jamais. Il y a quand même presque un mouvement de... Oui, mais je pense que ça répond à un vide politique, parce que moi, là aussi, je veux le dire, c'est que toutes les personnes qui ont pu nous critiquer en questionnant le sens de la mission, etc., je veux leur dire quand même que ça répond à un vide politique. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on dise que c'est désespéré comme action. Je veux dire, un bateau qui a quelques centaines de kilos de riz, de kilos de farine, pour une population de 2 millions, 600 couches, un peu de produits d'hygiène pour des femmes, quelques médicaments, je suis d'accord avec vous. La question, c'est dans quoi ça s'inscrit. On fait notre part à notre échelle, et ça s'inscrit effectivement en réponse à un vide politique. Et je crois que les autres initiatives, comme la marche pour Gaza, qui est partie notamment du Caire, toutes ces initiatives citoyennes qui rassemblent sont des initiatives qui s'inscrivent à un vide politique. C'est une mise en action, si vous voulez, de gens qui sont désespérés, effectivement désespérés, de l'inaction politique, de la passivité, de la complicité politique. Et justement, vous avez pris donc des risques, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez risqué votre vie. Vous parlez évidemment très souvent, même dans le débat politique français national, de la situation à Gaza et de cette guerre terrible, de ce massacre. C'est l'eurodéputée française qui était à bord de ce bateau ou la jeune femme d'origine palestinienne? Les deux, c'est indissociable pour moi. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour moi... Je sentais la question con venir à partir du moment... Dans le contexte national, vous parlez de Gaza. Oui, ok, tu emportes le conflit, d'accord. En fait, ce qui est énervant avec les journalistes de gauche quotidiens, c'est qu'ils ont l'impression d'être bienveillants quand ils posent ces questions-là. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est le problème des libéraux, quoi. Ils se croient vraiment au-dessus de la mêlée. Alors qu'en fait, ils posent les mêmes questions de merde. En fait, ils se croient de gauche parce que pour eux, Pascal Pro, c'est l'extrême droite. Alors du coup, pour eux, si tu dis Pascal Pro, c'est l'extrême droite, c'est bon, t'es de gauche, il n'y a plus à te questionner sur ta gauche, quoi. Moi, j'arrive avec ce que je suis. Vous me croisez dans 5 ans, je suis la même personne. Et les gens qui me connaissent de mes 8 années de travail sur la question de la protection des droits des réfugiés, quand j'étais une parfaite anonyme, c'est des gens qui me reconnaissent toujours. En tout cas, je l'espère. Donc, pour moi, c'est indissociable. Et ce que je mets en politique, c'est ce que je suis. Pas tout ce que je suis, forcément, parce que la politique, c'est aussi une activité, si vous voulez. Donc, il y a forcément des espaces privés, intimes, que chacun et chacune essaie de préserver. Mais je suis la même personne. J'ai les mêmes idées, j'ai les mêmes convictions, et je les articule de la même manière. C'est-à-dire que si demain, on se retrouve à un apéro pour discuter de la bande de Gaza, je vais formuler les mêmes choses que si je suis sur un plateau de BFM. Ah, pour elle, Gaza, c'est un truc à parler à l'apéro, quoi. L'apéro, c'est vraiment une vision, la politique. Ah, j'en peux plus là, j'ai faim, ça y est, je me suis fatigué moi-même. J'ai envie d'aller manger. Et bah voilà, forcément, il a faim, du coup, il abandonne la lutte. Il a faim, et il parle pas. Il essaye d'éviter le sujet du bateau renvoyé. C'est vraiment les streamers petits bourgeois qui vivent sur le dos des luttes, dès que ça remet en question leur petit confort. Exactement.